Super. Alors, je vous raconte une histoire. Il y a un monsieur qui marche dans la rue. Il arrive devant sa voiture et par terre, il voit des morceaux de verre. D'accord? Bon, il voit que sa vitre de voiture n'est pas cassée. Bon, il comprend que la personne qui était garée là juste avant, on lui a cassé sa vitre et puis c'est tombé par terre. Et puis le gars, il est parti. Bon, et puis au moment où il va pour rentrer dans la voiture, il y a un petit vieux qui vient. Il regarde les morceaux de verre, il le regarde. Il lui dit, c'est à vous, monsieur, ces morceaux de verre? L'autre, il dit non. Et le petit vieux, il se baisse avec la fatigue, l'arthrose et la vieillesse, et il ramasse les petits morceaux de verre dans un mouchoir, un par un, un par un. Alors, le monsieur, il dit, je comprends pas, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de vous fatiguer? C'est des éclats de pare-brise. Il m'a dit, je vous ai demandé, c'est à vous ou non? Il m'a dit, non, c'est pas à moi. Je lui ai dit, alors, laissez-moi faire, je ramasse. Il ramasse. Et puis au bout d'un moment, il n'en peut plus, le monsieur, il dit, écoutez, franchement, dites-moi la vérité, vous avez un problème dans la tête, vous voulez que j'appelle une ambulance, vous êtes en train de ramasser des morceaux de pare-brise. Et quand il a tout fini de ramasser, il ferme le mouchoir et tout ça, il a dit, je vous dis la vérité, moi je suis un ancien bijoutier, spécialiste du diamant, et en vérité, ici, il y a à peu près 120 carats de diamants bruts non taillés. Il dit, ah bon? Il dit, oui, c'est des diamants bruts. Maintenant, pour quelqu'un qui s'y connaît pas, c'est des morceaux de pare-brise. Bon, mais pour quelqu'un qui s'y connaît, c'est des diamants non taillés. Alors il dit, ah bon? Mais quelle valeur? Oh, il dit à peu près 800 000 euros. 800 000 euros, mais non taillés. Et taillés, ah, monsieur, 600 carats, taillés, c'est le double. Il dit, quoi? C'est pas possible. Quoi, il y avait devant moi 1 600 000 euros par terre. Il dit, mais je les ai vus le premier. Il dit, mais vous pouviez les prendre. Vous ne les avez pas pris. Il dit, oui, mais je ne savais pas que c'était des diamants. Eh oui, ben ça s'appelle le prix des études. Tu as payé pour apprendre. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Oui. Voilà, vous avez compris l'histoire? Oui. Super. Donc c'est juste pour vous dire que vous êtes des diamants. Vous le savez que vous êtes des diamants? Ouais. Non. Mais il y a des gens qui ne le savent pas. Comme ils ne savent pas qu'ils sont des diamants, hein, alors des fois, hein, ils font des choses et ils vivent des choses simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance de leurs valeurs et de tout ce qu'ils doivent faire et de l'ambition qu'ils pourraient avoir et des choses qu'ils pourraient réussir. Mais le manque de confiance en soi ou le manque de respect de soi ou le manque de valorisation personnelle. Alors des fois, je vois des gens, ils ne se marient pas avec la bonne personne parce qu'ils disent, à l'époque, je pensais que j'étais une pauvre fille. L'autre, elle ne fait pas des grandes études parce qu'elle dit, ah, je suis nulle. L'autre, elle se sent moche parce qu'elle a quelques kilos de plus. Alors que la surcharge pondérale est une question de mazal. Mais la beauté, c'est dans la tête. Si tu te sens belle, tu es belle, même à 120 kilos. Si tu te sens moche, même avec un corps de rêve, mais si dans ta tête, tu te sens moche, automatiquement, tu es moche. Donc ça veut dire que c'est très très important de savoir qu'est-ce qu'on a dans la tête au regard de soi-même quand on rentre dans la réalité. Et vous êtes pile à cette période-là. Ouais. Vous avez vu le cours Madame Barouk, elle vous a montré le cours? Oui. Il était bien? Oui. Très La bien. vérité. Oui. Vraiment. Vraiment? Levez la main ceux qui ne l'ont pas regardé. Non, non, ceux qui ont fait semblant de le regarder. Ah. Parce que si tout le monde l'a regardé vraiment avec attention, avec la remise en cause, ça veut dire que Mashiach est venu et que le Yitzhara, il est mort. Mais le Yitzhara n'est pas mort. D'accord? Donc je vous donne un secret. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté de ma petite expérience de 35 ans d'enseignement, c'est que plus on est concerné par un enseignement, plus le Yitzhara nous empêche d'écouter. Vous me suivez ou là? Alors, c'est marqué Maaseh Avot Simad Labanim. Les Chachamim ils expliquent que les actes des pères, en vérité, ils sont des signes pour les descendants. Alors, il y a un exemple, par exemple, que Yaakov Avinu, vous savez, il a dû partir pendant plus de 20 ans chez Lavan pour aller travailler. Maintenant, c'est très compliqué parce que Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Oalim, c'est un homme qui étudie la Torah, c'est un Talmid Chacham, c'est le Rav Shach de l'époque, ouais. Et puis Tom, il se retrouve chez Lavan, d'accord, un gars qui n'avait aucun humour. Lavan, c'est pas grave. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Hein. Bon, mais et qui n'était pas très clair malgré son nom, Lavan, ouais. Il était plutôt embrouillé comme personne. Ah, il y a un temps quand même, hein. Oula. Là, c'est presque un record, hein, à peu près 7 secondes pour réagir. Blainara. Je n'ose pas imaginer quand vous dormez. Donc ça veut dire quoi? Restez calme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lavan, il est resté
Bon, peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude en Kodesh, c'est pour ça. Non, mais il n'y en a qu'un seul, Ben Chetrit. Ils ont cassé le modèle. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que Yaakov, il est resté pendant 20 ans. Vous imaginez ce grand Talmid Chacham qui étudie la Torah jour et nuit. Il est parti là-bas travailler, ramasser les moutons, ouais, s'occuper. D'accord? C'est bizarre. Alors ils disent les commentaires qu'en vérité, Yaakov, il est parti en galoute, il est parti en exil pendant toutes ces années-là. 20 ans, plus de 20 ans d'exil. Maintenant, comme Maaseh Avot Simam Labanim, ça veut dire que ce qui s'est passé avec les Avot, ce sont des signes pour les enfants. Donc c'est comme si toute la vie d'Israël, du peuple d'Israël, jusqu'au Mashiach, elle est concentrée dans la vie de Yaakov. Vous me suivez ou... Ouais. Par exemple, il s'appelle Yaakov. Et Yaakov, c'est le père d'Israël. Vous savez, on n'est pas les Béné Avraham, c'est des cousins à nous, ouais. Les Béné Yitzhak. On est les Béné Israël. Maintenant, Israël, c'est Yaakov. Et Israël, en vivant, il est debout, il fait 1m75, 1m80. Il a vécu à son époque. Mais quand il s'allonge, Yaakov, ouais. Donc, la tête de Yaakov, elle est à l'époque où il a vécu. Et les pieds de Yaakov, ils arrivent jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que cette période-là, elle s'appelle Igveta de Meshicha, Igveta, les talons du Mashiach, le talon. Et lui, il s'appelle Yud Ekev. Yaakov, ça s'écrit Yud Ekev. Et Ekev, c'est quoi? C'est le talon. Maintenant, il dit le Beth Yaakov, justement. Pourquoi il s'appelait Yaakov? Parce que le Yud, c'est la Chorma, c'est la sagesse. Et lui, il était rempli de sagesse jusqu'au talon. Donc, imagine s'il avait de la sagesse dans les talons, qu'est-ce qu'il doit avoir dans la tête? Ça va toujours. Maintenant, si Yaakov en debout, il est rempli de sagesse, d'accord? Alors, en allongé aussi. Donc, la sagesse, c'est-à-dire la chorma qui permet l'acquisition de la Torah, jusqu'au Igveta de Meshicha, jusqu'au talon du Mashiach, elle arrive. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on peut, en 2020, étudier la Torah, ce qui est énorme, vous me suivez ou non? Parce que si vous allez dire, bon, mais grâce à Dieu, il y a eu le don de la Torah, il y a eu la transmission de la Torah. Mais réfléchissez. La Torah, elle a 3500 ans. Ouais, 3500 ans. Quand vous prenez une Guémara, c'est plus de 2000 ans. C'est spécial. D'accord? Est-ce que vous connaissez la culture mésopotamienne? Non. Elle a disparu. Il reste 2 vases comme ça dans un musée. Ouais. La culture des Incas. Qu'est-ce qui reste? Même pas un cas. D'accord? La culture... les Grecs, ouais, mais quelques éléments comme ça de la philosophie qui ont été retenus. Mais nous, on a 100% de notre connaissance. Déjà, le fait que la Torah elle existe jusqu'à maintenant, c'est un miracle. Rendre compte, c'est des centaines de milliers d'enseignements. Parce qu'il y a le Chumash, ok, après il y a le Talmud, 2700 pages. Après, il y a plus de 100 000 commentaires sur le Talmud. Rien qu'à la bibliothèque de Paris, il y a 10 000 commentaires du Moyen-Âge sur le Talmud. La bibliothèque de France, de Paris. Vous suivez? Ouais, parce qu'ils ont comme des manuscrits. Ça veut dire que c'est énorme. Comment ça a pu être conservé jusqu'à maintenant? Pourquoi? Alors ils disent que Hachem, il a participé, ça s'appelle le srout de la Torah, c'est-à-dire la transmission, qu'il y a le mérite que la Torah, elle restera jusqu'à la fin des temps. Mais c'est aussi parce que Yaakov était tellement imprégné de Torah, de Chorma, qu'elle s'est étalée jusqu'à Igveta, jusqu'aux talons, qui sont maintenant, que maintenant encore, une fois, il y a de la Torah. Ça va? C'est comme la Gemara dit que pourquoi les bénotes d'Israël, elles ont de la pudeur? Parce que Rachel Imenu était très pudique. D'accord? Mais tu réfléchis, tu dis, attends, excuse-moi, Rachel Imenu, c'est quoi? Bon, on va dire, c'est un sirop de menthe. Ok. Le sirop de menthe, tu mets de l'eau dedans. Ouais. Et tu remets de l'eau dedans. Et tu le remélanges dans un verre d'eau. Et tu le remélanges dans un verre d'eau. Et 32 000 mélanges après, tu goûtes et tu dis, oh, c'est fort. Il y a beaucoup de menthe. Dis-moi, alors combien il y avait de menthe dans la première? C'est que si aujourd'hui, c'est marqué, les bénis d'Israël, ils sont baïchanim, oui. Eh ben, si quelqu'un aujourd'hui, il a une sniout, en tant que bat Israël, si elle a c'est-à-dire, elle se sent mal, elle s'assoit, elle arrange sa jupe, d'accord? Elle voit qu'on la regarde, elle regarde si elle est bien habillée, elle a un bouton qui s'est ouvert, elle le ferme. Pourquoi elle a ce réflexe-là, génétique, intrinsèque à sa personne, à sa neshama, à cause de Rachel? Alors c'est intéressant de pouvoir recevoir le mérite, d'accord? Mais d'un autre côté, il faut se dire que nous aussi, on est, vous savez, on est un peu près tous les grands-parents de nos petits-enfants. Ça va?
Oui, non? D'accord. Donc si on est les petits-enfants de nos grands-parents, on est aussi les grands-parents de nos petits-enfants. Donc si on a reçu un héritage de Rachel Imenu, la question est de savoir qu'est-ce que nos petits-enfants ils vont recevoir. Eh bien, ce qu'ils vont recevoir, c'est très simple. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. Parce que notre essence, elle est inscrite dans notre pensée, et notre essence, elle est inscrite dans notre semence. Donc notre semence, elle nous contient. Maintenant, si on est quelqu'un de léger, si on est quelqu'un de superficiel, si on est quelqu'un de construit, si on est quelqu'un de fort, si on est quelqu'un de convaincu, c'est inscrit en nous. Après, ça passe dans la semence, qui passe dans le bébé, qui passe dans l'enfant, dans le petit enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de comprendre ça. Pour ça, d'ailleurs, que quand Akadosh Baruch Hu, au début de la paracha de Lech Lecha, il a dit à Abraham, Lech Lecha, va, et Rashi dit un mot bizarre. Il dit, Ve'odiacha tivracha baolam. Je ferai connaître tivracha teva. C'est quoi teva? Ta nature. Je ferai connaître ta nature dans le monde. Et moi, toujours, je me demandais, mais pourquoi il n'a pas dit, je ferai connaître ton message? Oui, je ferai connaître ta personnalité. Je ferai connaître ta mission du monothéisme, de la connaissance du monothéisme. Vous vous rendez compte que Avraham Avinu, il est connu dans le monde entier. C'est un truc bizarre. C'est un individu, il a vécu il y a des milliers d'années. Ouais. Tu vas chez les musulmans, il s'appelle Ibrahim. Tu vas chez les chrétiens, il s'appelle Abraham. Tu vas chez les juifs, il s'appelle Avraham. C'est quand même, c'est-à-dire que quand Hachem, il a promis qu'Avraham, il allait être connu, il est connu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais là-bas, il n'y a pas écrit que ton nom, il va être connu. Il n'y a pas écrit que ta connaissance, elle va être transmise. Il y a écrit ton teva. C'est quoi le teva? On a dit c'est la nature. La nature, c'est ton essence intrinsèque. Le Rav Yerucham Halevi, qui était très religieux, si vous avez entendu parler de lui, il aurait pu habiter Sarcelles, ouais. Il a dit un chidouche incroyable. Il a dit Kol avoda chez la Adam, zele afer yedia le teva. Tout le travail d'un homme, c'est de transformer sa connaissance en nature. Alors, je traduis en français. En fait, c'est un pasuk de la Torah, c'est marqué Vayadarta, Va'ashevota, Levavecha. Le lève, on a dit, c'est l'intériorité de la personne. C'est le cœur de la personne. C'est ton essence. C'est toi-même. D'accord? Mais pas le cœur, encore une fois, comme le muscle qui envoie du sang. Ouais. Le centre de ta personne. C'est-à-dire le plus profond en toi. Ton vrai moi. Là, je vous parle, par exemple. Là, je vous parle. Ouais. Vous m'entendez? Non, je vois des gens qui s'amusent, mais vous m'entendez. D'accord? Vous êtes concentrés. En un seul mot. Vous êtes avec moi. Ok. Donc, votre moi, il est là. Maintenant, quand moi, je vais parler, ces paroles, elles peuvent aller dans vos oreilles. Et vous dites, oui, c'est ça. Elles peuvent aller dans votre cerveau. Oh, c'est joli, ça. Elles peuvent aller dans votre cœur. Oh, ça bouge un peu, ouais. Elles peuvent aller encore plus loin. Et quand elles vont aller au bout, ouais, elles vont aller dans votre essence. Maintenant, quand vous travaillez vos midotes, quand vous travaillez sur l'étude de la Torah, quand vous travaillez sur vos nerfs, quand vous travaillez sur votre Yetzirara, c'est pour quoi faire? C'est pour changer votre teva, votre nature. Votre nature, vous me suivez toujours? C'est votre nature profonde. C'est pas ce que les gens voient, c'est ce que vous êtes. Vous sentez la différence ou... Et c'est pour la changer ou pour l'améliorer? C'est la même chose. Ouais, la changer en bon. Ça s'appelle améliorer. Donc maintenant, quand vous inscrivez ça dans votre nature, par exemple, vous faites des maths, les maths, ils rentrent en vous. Il y a des gens, non, ils font juste les maths pour l'interro, le lendemain, 1 plus 2, laisse-moi tranquille, j'ai pas la tête. C'est-à-dire, tu es Hmara le lendemain de l'interro. Il y en a, ils sont Hmara le lendemain du bac. Il y en a, ils sont Hmara le lendemain du diplôme d'ingénieur. Ouais. Non, ce que tu apprends, c'est pour la vie. Ça rentre dans ta nature. Vous me suivez ou... D'accord. Donc, si tu as appris à raisonner avec les maths, ça rentre dans ta nature. Si tu as appris à synthétiser avec le texte, avec le résumé de texte, ça rentre dans ta nature. Si tu as appris à exprimer avec la dissertation, ça rentre dans ta nature. Donc, toute ta vie, tu auras des dissertations à faire. Tu auras 42 ans, il y aura un gros problème avec l'aîné, tu dois en parler avec ton mari, et ben tu fais un plan, tu fais une introduction, comment tu vas aborder l'histoire, parce qu'il a fait une grosse bêtise. Après, tu fais un développement, le pour et le contre, et puis après, tu fais une conclusion. Donc, tu vois, tu vas faire une dissertation à 40 ans avec ton mari sur le problème du grand qui te présente une fille que tu veux pas. Donc, tu vois, la dissertation que tu as fait en terminale, elle te sert. Mais il y a des gens qui pensent que non. La terminale, alors allez-nous, c'est la phase terminale. Ça veut dire après, le cerveau, il est inutile. Tu t'en sers plus. Il sert à rien, tu le ranges. Ouais, parce que tu vas passer ta vie à continuer à te maquiller, à ranger tes ongles.
à t'épiler, d'accord? Et surtout de pas avoir des photos qu'on prend de toi que tu te trouves moche dessus. Ça, c'est un phénomène très bizarre chez les filles. Tu les prends en photo avec le téléphone, elle dit fais voir le téléphone, oh là là, efface la photo. Tu dis mais enfin chérie, c'est pas sur le téléphone que t'es moche. Bon, alors donc, j'exagère, mais si peu. Comment elle s'appelle? Comment tu t'appelles? Ouais. T'arrives à suivre? Ah d'accord, moi ça se voit pas. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. Je vous ai dit que quand vous n'arrivez pas à suivre, c'est que ça vous concerne. C'est très intéressant au niveau psychologique. Donc maintenant, si c'est ça, maintenant, ce que vous faites, si vous comprenez pas ce que je dis, vous me posez une question. Si vous comprenez et que vous avez une remarque ou là une anecdote ou là une cousine à qui ça pourrait faire du bien, vous gardez ça pour la fin. Ça va? Ouais. Mais, enfin, je crois on m'avait dit que justement quand on a envie d'avancer dans la religion, il y a des portes qui s'ouvraient facilement. Alors? Mais enfin, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, c'est contradictoire. Non? D'accord. Alors ça veut dire que je suis pas encore assez pédagogique ou alors que la réponse elle va venir dans la suite. Okay. Voilà. Mais comme je suis en train de fabriquer le tagine, si je l'enlève du feu, il arrête de cuire. C'est pour ça que je préfère que vous interveniez à la fin et au pire, ça ira mieux. D'accord. Donc si on en est là maintenant, parce que vous voyez, je sais même plus de quoi je parlais. Parce qu'il y a une part d'improvisation. Voilà, comme ça c'était une blague. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle doit travailler sa nature. Vous me suivez ou non? Toute la vie, tu fabriques ta nature. Parce que quand tu t'occupes de tes enfants, tu deviens une maman. Quand Madame Baruch, elle s'occupe de ses élèves, elle améliore son niveau de pédagogie, de professeur. Quand tu travailles tes midotes avec ton mari, ça améliore ton couple. Vous me suivez ou non? Mais tout ça, ça s'inscrit dans la nature profonde. Et ce qu'on présente à la fin, à 120 ans au bon Dieu, c'est ce qu'on est devenu. Si on est devenu. Voilà. Mais si, par exemple, la personne, elle apprend la connaissance, elle apprend la Torah, elle apprend la psychologie, elle apprend la philosophie, n'importe quoi. Et après, elle essaye de pratiquer. Mais elle finalise pas le travail. Elle ne devient pas, elle change pas. Elle reste la même. Elle dit, bon, je passe les examens. Oui, je travaille dans la communication, mais je suis très, très coincé de la communication. Hein. Oui, j'ai fait des études de psycho, mais je suis rempli de névrose et de stress. Je dis, mais chérie, mais la première à soigner, c'est toi. Mais tu finalises pas le travail. C'est comme tu prépares toute la recette, tu prépares la pâte, tu prépares tout, et tu mets pas au four. Ah, tu dis, j'en ai marre. À quoi ça sert d'aller au bout des choses? Eh ben, essaye de manger la pâte. Donc, tu dois finaliser le travail. Tu dois devenir la personne que tu es censé être. Et quand tu es devenu, ça s'appelle ton teva. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Sahidou, j'ai trouvé tout seul celui-là. Ouais. Ve'odiacha tiv'acha ba'olam. Je ferai connaître ta nature. Encore une fois, Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, il n'a pas dit je ferai connaître ton nom, je ferai connaître ton message, je ferai connaître ta croyance. Ouais. Il aurait pu dire ve'odiacha emunatecha. Il a dit non. Ve'odiacha tiv'acha. Je ferai connaître ta nature. Ça veut dire que ce qui se transmet de génération en génération, c'est ce que tu es devenu. C'est pas ce que tu sais. C'est pas ce que tu dis. C'est même pas ce que tu penses. C'est même pas ce que les gens y croient de toi. C'est ce que tu es. Je sais que ça a l'air un petit peu simple, mais en vérité, ça, c'est très, très, très fort. Ouais. Donc vous rentrez dans la vie, commencez à vous préparer à devenir. Parce que si, par exemple, vous vivez dans le regard de l'autre, ben c'est comme si vous prenez un projecteur et vous projetez sur le mur. Vous la voyez, l'image, là? Voilà. Mais si vous éteignez le projecteur, il s'arrête. Il n'y a plus d'image. Donc les gens qui ne vivent que dans le regard de l'autre, bizarrement, quand plus personne les regarde, ils font une dépression. Pourquoi? Parce que ce qui comptait, c'est qu'on les regarde, c'est qu'on les complimente, c'est qu'on les encourage. Mais une fois, un garçon il m'a téléphoné, il m'a dit Ahmed Chetri, pour un chidour, je voudrais une fille qui me pousse, qui m'encourage, qui me remet en cause, qui me ramène à la Torah, qui me réveille le matin. Je dis, dis-moi, t'es un boulet, toi? T'es quoi? T'es un mort? T'es un cadavre? Tu dois avoir ce qu'on appelle en français l'autonomie existentielle. Toi, tu dois exister par toi-même. Ouais. C'est quoi le mariage? Moshiv, Yechidim, Beta. Il dit le passouk, Moshiv, on installe Yechidim, des gens uniques, Beta. C'est que toi, tu dois être unique, lui, il doit être unique. Mais si, toi, par exemple, tu es une Khmara, et lui, il est intelligent, tu dis, c'est pas grave, il sera intelligent pour moi. Si toi, tu es très intelligente, et lui, il a aucune initiative, tu dis, c'est pas grave, je déciderai pour lui. Si toi, tu l'adores, mais lui, il t'aime pas, il t'apprécie moralement, ouais. Donc, tu dis, ça fait rien, je l'aimerais pour deux. Mais c'est pas un couple, ça. C'est un montage. Toi, tu dois être construite, et lui doit être construite.
et construit. Et vous deux, vous formez une autre entité qui s'appelle le couple. Vous me suivez ou non? Mais celui qui est handicapé des bras et l'autre il est handicapé des jambes, il dit viens, tu sais, on va faire ensemble. Chacun il a une jambe coupée. Alors il dit, tu sais quoi, on va se coller et on va marcher. Vas-y, avance la jambe droite, la jambe gauche, la jambe droite, la jambe gauche. Mais on peut pas faire comme ça. Oui, non, oui. Tu dois être yachid. Tu dois être construit, tu dois être indépendant, tu dois être autonome, tu dois être sadéquette. Ça prend un petit peu de temps. C'est le cours que vous avez vu ensemble. C'est celui-là. Mais je vous dis la vérité, celui-là, vous l'avez vu en 1h30, mais il faut à peu près 14 ans pour le mettre en place dans la personne. C'est pour ça que j'ai proposé celles qui veulent avoir un programme pour continuer ce travail. C'est gratuit. Elle m'envoie un mail, je leur envoie les cours. Il y a une méthode, vous le faites. Ça s'appelle un accélérateur de maturité. D'accord? Et au pire, vous serez trop bonne, trop forte, trop claire, trop puissante. Ou sinon, vous dites, non, ça va, grâce à Dieu, ça va. J'ai Insta déjà, c'est pas la peine de... Ouais, non, peut-être il y a autre chose que les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a autre chose. D'accord? Quand j'étais au collège, il y a un Rav, je lui ai dit, écoutez Rav, j'ai honte parce que, à part la yeshiva, à part le collège, de matin, midi et soir, je fais des choses. J'étudie ça, j'étudie le Nefesh HaChaim, j'étudie Brachot en Iyun, j'étudie le Chumash en Iyun. Je lui ai dit, est-ce que c'est bien de faire du hors-seder? Il m'a dit, tous les gens qui réussissent, c'est les gens qui font des choses en plus. Maintenant, vous pouvez être le matin à l'école, l'après-midi à l'école, après 2 heures avec vos copines, parce qu'il faut recharger les batteries sur la dose de lourdeur nécessaire. D'accord? Après, vous essayez de faire les devoirs, vous faites semblant, vous dites à votre mère que le prof, il est mort. Et puis après, vous regardez une petite vidéo pour vous vider la tête, du coup, alors qu'elle était vide déjà. Et puis après, vous allez dormir. Voilà, ça c'est l'emploi du temps de l'Ahmara modèle. Mais si vous avez un projet de faire quelque chose de votre vie, d'accord? Alors vous allez vous donner plus de moyens, plus de capacités. Je vous dis, au pire, vous serez trop. Moi, j'étais un traumatisé, la vérité. Ouais, à 14 ans, j'ai commencé à réfléchir sur la philo. À 17 ans, je dictais des dissertes parce que j'avais peur d'arriver à 20 ans et d'être un lourd. J'avais peur parce que je savais que les plus grands choix de la vie, on les fait à cet âge-là. Ouais. Mais si tu as été éduqué par le Rav Cyril Hanouna, mais quelle tête tu vas avoir? Quelle tête tu vas avoir? Ouais. Si toi, ton projet, c'est de savoir si Brad Pitt, il est intelligent, alors que tout le monde sait qu'il est pitre, d'accord? C'est ça ton projet de vie. C'est pour ça que tu te lèves le matin. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être le reflet d'un écran. La vie, elle t'a proposé 360 degrés, et toi, tu dis non, moi, 1,5 pouce, ça me suffit. Est-ce que vous voulez voir la vie à travers un écran ou est-ce que vous voulez voir la vie avec vos yeux? Parce que vous savez que les gens qui fabriquent ces écrans, eux, ils interdisent à leurs enfants de les utiliser. Vous savez ça? Non? Les grands patrons de la Silicon Valley qui ont fabriqué ce qu'on appelle l'accrodépendance numérique, ouais, ils interdisent à leurs enfants. Parce qu'ils savent que ça rembrelle, surtout si la personne s'appelle Jacques. Alors, donc ça veut dire quoi? Jacques Brel. Il faut faire du calcul mental pour augmenter la réactivité. Hein, parce que là, on est à un niveau de blata qui est incroyable. C'est la vitesse de déplacement des Alpes, qui est très très lente. Donc, non, j'exagère. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Que Yaakov, il est resté... Restez calme. Yaakov, il est resté plus de 20 ans chez Lavan pour préparer les 2000 ans de galoute des béné Israël. Vous me suivez ou non? Donc comprenez que Yaakov Avinu, c'est un religieux, c'est très religieux Yaakov Avinu. C'est un Bachur Yeshiva, c'est un Kolelman, c'est un tzaddik. Il va chez Lavan l'embrouille, Lavan la magouille, Lavan le sheker, le mensonge, le traloued. Il a donné la sœur à la place de sa femme, il a fait travailler des trucs, il n'a pas payé, il a changé le contrat 1 million de fois. Imagine maintenant Yaakov qui est le Hémet, en face du gars qui est le mensonge. Pendant 22 ans. Tu dis 10 minutes dans le bus, déjà il m'a saoulé. 22 ans. Bonjour Lavan, bonjour. Ah, tiens Yaakov, au fait j'ai réfléchi, je suis pas obligé de te payer parce que, tiens Lavan, j'ai réfléchi, tes enfants c'est mes enfants. Ah, tiens Yaakov, je voulais te dire, tes femmes ça reste mes filles. 22 ans. Combien de temps tu supportes toi? Combien de temps Clara elle supporte? Clara, tu supportes? Carla? Non, c'est ce que je pensais. D'accord. Vous avez compris ou non? C'est intéressant. Mais toute la vie, c'est comme ça. Donc ça veut dire quoi? C'est que vous
Vous allez finir l'école, vous allez faire peut-être un séminaire, mais après vous allez rentrer dans la vie, vous allez rentrer dans l'université peut-être, vous allez rentrer dans une école de coiffure ou dans une fac de médecine, vous allez rentrer dans le mariage, ouais. Il y aura des beaux-parents, il y aura des amis, il y aura la rue. Mais comment vous allez rentrer? Vous allez rentrer avec ce que vous êtes. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, si vous êtes en titane, eh ben, l'influence extérieure, elle ne pourra pas rentrer. Mais si vous êtes en buvard, ou la pire, si vous êtes en éponge. Vous savez, une éponge, c'est vachement pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'essuyer la table avec une feuille de métal. Ça ne marche pas. Ta femme, ta mère te dit, chérie, il y a le café qui a coulé sur la table, tu peux passer une éponge? Toi, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, c'est une fille intelligente. Tu vas chercher une feuille de métal et tu essayes. Tu n'arrives pas à éponger. C'est quoi une des plus grandes tortures de Pessah? C'est que ta mère, elle fait une sauce de folie avec la viande ou avec la... Et tu peux pas la manger parce qu'il n'y a pas de mie dans la matzah. Ah, c'est horrible. Ça, c'est la frustration des gourmands. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu casses la matzah en petites miettes, tu la mélanges pour essayer d'absorber un peu de sauce. Donc, la feuille de métal n'absorbe pas l'eau. Ça va? Par contre, l'éponge, ah, c'est beau, c'est une invention de folie. Pourquoi? Tu prends l'éponge, tu la passes, hop, ça enlève l'eau. Oh, ça éponge aussi l'huile. Extraordinaire. Même l'urine, ça éponge tout, une éponge. Ouais, extraordinaire. Maintenant, réfléchis bien. Pourquoi l'éponge, elle absorbe et la feuille de métal, elle absorbe pas? Vous avez fait un peu de physique quand même, non? Non? Ah bon? Ouais. C'est pas interdit d'être intelligent, vous savez, c'est presque une mitzvah. Donc, en fait, pourquoi l'éponge absorbe? Parce qu'il y a de l'air dedans. Alors que dans le métal, il n'y a pas d'air. Comme dans rien, il n'y a pas d'air, ça s'appelle l'air de rien. D'accord? Donc, l'air qui est dans le métal, c'est du vide. Le vide, ouais, quand vous appuyez sur l'éponge, ça fait une pression. Quand vous le lâchez, ça fait un appel d'air. Et l'appel d'air, il va aspirer ce qu'il y a. Il y a de l'eau, il aspire l'eau. Maintenant, imaginez, l'éponge, c'est la personne. Le vide, c'est le vide qu'il y a dans la personne. Si tu es vide, tu vas absorber tout ce qu'il y a à l'extérieur. De l'eau ou de la pipi. Ou du lachonara. Ou des influences tordues. Ou des idées bizarres. Ou des arguments. Oh, tu es belle, tu es magnifique, tu es extraordinaire. Tu vas absorber tout ça. Pourquoi? Parce que Yesh Makom, il y a du vide. Même les agressions, elles viennent du vide. Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit, si vous avez, à l'époque, vous avez entendu parler de lui, il a beaucoup travaillé. Ouais, il a dit cette phrase que vous pouvez écrire sur votre trousse, la relire de temps en temps, on l'a tatouée dans le dos de votre sœur. Tiens, retourne-toi, je vais réfléchir. Ouais. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Le degré de pénétration des agressions extérieures. Genre l'autre, il t'a mal parlé. L'autre, elle t'a fait une remarque. L'autre, il t'a critiqué. Pourquoi ça te trouble? Pourquoi ça te remue? Pourquoi ça te fracasse? Par exemple, vous êtes brune, vous. Vous êtes brune? Oui et non? D'accord. Bon. Parce qu'il y a des fausses blondes, mais les fausses brunes, c'est rare. Ouais. Donc, vous êtes brune. Si quelqu'un vous dit, oh, toi, la blonde, ça vous dérange ou non? Pourquoi? Voilà. Donc, si quelqu'un vous traite d'idiote, vous vous vexez ou non? Non. Parce que vous n'êtes pas concerné. D'accord? Restez calme. Non, les trois quarts des gens, ils se vexent. Ils appellent ça la susceptibilité. D'accord? Mais en vérité, c'est quoi? C'est parce que tu n'es pas convaincu de ce que tu es. Si toi, tu sais que tu es forte, tu sais que tu es travailleuse, tu sais que tu es intelligente, tu sais que tu es autonome, quand l'autre te dit « Oh, espèce d'idiote », tu ne sais même pas de quoi il parle. Vous parlez à qui, monsieur? Tu dis « Mais je vous parle à vous !» Non, vous ne parlez pas à moi. Vous me parlez au reflet de votre frustration. C'est un truc, hein, ne l'utilisez pas avec des gens que vous aimez. Mais quand vous voulez savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche, vous regardez qu'est-ce qu'il vous reproche. J'ai pas compris. Quand vous voulez savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche à lui-même, vous regardez qu'est-ce qu'il vous reproche. Pourquoi? Parce que si vous, par exemple, vous avez réglé le problème, par exemple, si par exemple vous êtes bien dans votre peau, le gars qui est mal dans votre peau, il va vous dire « Ouais, de toute façon, t'es mal dans ta peau ». Mais en vérité, pourquoi il parle de mal dans la peau? Puisque vous êtes bien dans votre peau. Parce que lui, il est mal dans sa peau. Et comme vous êtes bien dans votre peau, ça le dérange que vous êtes bien dans votre peau. Et ça lui rappelle qu'il est mal dans sa peau. Donc, il va vous accuser de ce qu'il est. Ça s'appelle la résonance psychiatrique. Bon, vous verrez quand vous serez mariés. D'accord? Donc, vous avez compris l'idée ou non?
Mais c'est intéressant. Maintenant, le problème, c'est que la résonance, elle rebondit, elle repart. Mais si tu vois qu'elle rentre, c'est que tu es concerné. Donc, quand tu te vexes, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a de la place pour. Comment s'appelle la place? Le vide. Le vide de quoi? De l'éponge. Mais Donc, ça arrive de se vexer des fois. Mais c'est normal. Quel âge vous avez? 82 ans. Voilà. Donc, le programme dont je vous parle, c'est un programme de construction. Ça prend un peu de temps. Maintenant, les choses qui t'énervent à 14 ans, d'accord? Les choses qui dérangent à 28 ans, elles te font rigoler à 45 ans, normalement, si tu évolues. Ouais. Mais si tu t'énerves encore à 45 ans, c'est que tu as encore 14 ans. Au niveau mental. Et le mental, aussi, il y a des trous dedans. Ça s'appelle les mentales. Bon, alors, donc maintenant, si c'est ça, c'est pour moi le... C'est un grand luxe. Akbal le whisky. Alors. Donc. Baou Khatta Adonai Elohim Melech Haolam She'akol Yamid Baou. Et religieuse en plus. C'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que si Yaakov, il a pu traverser 22 ans de galoute, et si nous, on peut traverser 2000 ans de galoute, d'exil, ouais, et garder notre Torah, et garder notre façon de penser, et garder notre ambition, et garder notre sainteté, c'est parce qu'on est solide. Et d'ailleurs, vous le savez, je ne vais pas vous le... Une fois, j'étais dans une conférence à Marseille, et j'ai fait un cours sur Kol De'avid Rachamana Letova. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Gamzu Letova. Vous connaissez ce... Oui. Évidemment, donc j'ai parlé, c'est pour le bien, c'est pour le bien, c'est pour le bien, c'est pour le bien, c'est pour le bien pendant 1h30. Évidemment, quand vous avez un message, ce message, il a une portée chez l'autre, mais en même temps, il crée une pression. D'accord? C'est comme quand vous dites quelque chose à quelqu'un, il va dire oui, mais. Mais d'où il vient le mais? Le mais, il vient de la difficulté à accepter le oui. Quand quelqu'un te pose une question, tu lui dis, bon, il vient te dire les torts de l'autre, par exemple. Tu dis, ok, mais il faut que tu te remettes toi aussi en cause, parce que puisque tu es dans la situation, c'est que tu es concerné. C'est minimum 50-50. Mais l'autre, il n'est pas venu pour entendre chez lui des erreurs. Il est venu pour confirmer les erreurs de l'autre. Parce que c'est ça qui est intéressant. Ça s'appelle le bouc émissaire. Et nous, on est au courant. Ça fait 2000 ans qu'on est le bouc émissaire. Ouais. Donc, quand toi, tu vas lui dire, ok, l'autre, il a des torts, mais puisque tu crois en Dieu, les choses, elles se rencontrent, il n'y a jamais de hasard. Donc, tu es aussi concerné. Donc, peut-être que toi aussi, il faudrait que tu fasses ta part à toi. On va dire à peu près 50%. Donc, la personne, elle dit, oui, je reconnais, entre guillemets, que j'ai des problèmes, que j'ai fait des erreurs, mais, c'est pas évident, mais vous le connaissez pas, mais... Non, je vais pas danser. Bon, mais, vous avez vu la vitesse de répartie? Donc, ça va durer longtemps aussi? Ah, c'est la sonnerie? Intéressant, ça. J'ai pas de sabre. Bon, donc c'est quoi l'idée? Restez calme. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le oui, mais, d'accord? Le mais, encore une fois, c'est la résonance du fait que j'arrive pas à accepter la chose. Ça s'appelle en français la capacité de se remettre en cause. Maintenant, quand Yaakov Avinu, ouais, il rentre dans la situation et il traverse chaque situation avec les épreuves qu'il a, en même temps, ça le remet en cause, mais en même temps, ça le renforce. L'égoïsme, il dit tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ouais. Maintenant, on n'est pas obligé de mourir à chaque épreuve. Mais en vérité, tu as tué quelque chose dans l'épreuve. Par exemple, tu es timide. Ouais. Donc, tu te forces à t'affirmer. Par exemple, parce que tu vas aller à l'oral du bac. Si tu commences à nous faire voir sur muette, la prof, elle dit, écoutez, je veux bien vous noter, mais dans le bénéfice du doute, je vous mets 0. Ouais. Tu parles. Ah, mais comment je vais faire? Je suis timide. Alors, tu vas te forcer. Quand tu vas se forcer, attention, à parler, tu vas tuer la timide. Mais dans le négatif aussi. Maintenant, tu es une menteuse. Pour dire la vérité, tu vas tuer la menteuse. Donc, tu te rends compte combien de personnes tu as dû tuer pour être quelqu'un de bien? Tu as tué la flemmarde, tu as tué la menteuse, tu as tué la halla, tu as tué la folle, tu as tué la fraille pour faire naître la froum. Donc, combien tu as tué de gens pour être quelqu'un de bien?
pour ça qu'on dit la Torah niknit et la bémi chez Memit Atzmo Aléa. La Torah n'est, ouais, elle n'est acquise que chez quelqu'un qui se tue pour elle. Mais c'est pas que tu vas te flageller, ou là tu vas t'arracher la tête avec des clous. Ouais. Non, t'as pas besoin. Tu vas tuer en toi ce qui est mauvais. Et bien bizarrement, quand tu tues ton Yetzirara, tu commences à exister. Ou si veux, non. Donc si par exemple tu sais que tu as une tendance un peu à la flemme, genre t'es très très Allah, c'est-à-dire que tu regardes ton cartable le soir, tu dis pourvu qu'il s'ouvre, que le cahier texte il sort, que le cahier il sort, que le livre il s'ouvre à la bonne page, que le stylo il flotte, il fait les devoirs et tout se range. Ah, et c'est là que tu te réveilles et que tu te rends compte que Harry Potter c'est une fiction. D'accord? Mais il n'y a pas. Il faut que tu ouvres le cartable, tu sors le cahier texte, tu prends ton livre et tu mets ta tête dedans et tu te concentres et tu lis bien l'énoncé et tu réponds à la question et tu rédiges comme il faut et tu ranges le cartable. Tu dis mais vous savez, ça m'a demandé un effort. Eh ben tu vois, pour faire cet effort, tu as tué la paresseuse. Toi, tu es une hypersensible. D'accord? Donc chaque chose, tu prends un cœur. Ce qu'on appelle un chou-fleur. Ouais. Je te dis, écoute chérie, tu t'angoisses tellement pour tout que tu es paralysé. Donc peut-être qu'avant de t'angoisser, tu peux réfléchir. C'est quoi le problème? Ouais, mais tu te rends pas compte, ma copine, elle m'a dit que l'autre, elle a dit qu'elle pensait, qu'elle croyait que j'étais nul. Mais chérie, enfin, c'est vrai. Non. Pourquoi tu es en train de te prendre la tête? Que l'autre, elle a dit, que peut-être elle a dit, que l'autre, elle croit, que donc je vais avoir la honte quand je vais rentrer dans la classe parce que tout le monde va me regarder. Personne va te regarder. Tu sais que les pots d'échappement, combien ils font du bruit? Tout le monde s'en fiche. Les bruits des arbres, ils font du bruit. Tout le monde s'en fiche. Donc les gens qui ont le même niveau intellectuel que les feuilles d'arbres, tu crois qu'on s'intéresse à ce qu'ils racontent? Pourtant, ils font du bruit. Donc la vraie question, c'est pas que l'autre, elle a dit. Le problème, c'est que soit toi, ça te touche. Donc, Raodon Kolo, tu vis dans le regard de l'autre. Donc, tu n'es pas autonome. Donc, à l'intérieur, il n'y a pas ta personne. Donc, il n'y a pas ton moi. Comme il n'y a pas ton moi, il y a du vide. Comme il y a du vide, ça rentre. Donc, tu es une éponge. Chaque épreuve, elle te renforce. Chaque épreuve, elle te rend plus clair. Chaque épreuve, elle te rend plus autonome. Plus tu es forte, plus tu es en métal. Quand tu es en métal, tu sais ce que tu penses, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Il n'y a rien qui peut bouger. Maintenant, la personne, elle doit faire ce travail-là. Ouais. Pourquoi, encore une fois? Pour elle-même. Parce que moi, je pense que le pire dans la vie, c'est de ne pas vivre sa vie. Tu ne vis pas ta vie. D'accord? Encore une fois, parce que tu n'as pas de personnalité, parce que tu ne sais pas ce que tu veux, parce que tu es encore dans les mains de ton Yetzirara, parce que tu es une gamine, parce que tu es Irmara, parce que tu es ignorant, parce que tu es lourd. Mais c'est dommage. Parce que la connaissance, elle te donne la liberté. La conscience, elle te donne la liberté. La volonté, elle te donne la liberté. Mais il faut acquérir ces outils-là pour pouvoir utiliser la liberté. C'est comme toi, tu t'énerves que tu n'as pas le permis, tu n'as pas le permis, je n'ai pas le permis, tu n'as pas le permis, je n'ai pas le permis, tu n'as pas le permis, Mais va passer le permis. Ouais. Ou tu dis, ouais, quand l'autre il explique, je comprends rien. Pourquoi je comprends rien? Pourquoi je comprends rien? Faut apprendre. Oui, mais je raisonne trop lentement. Fais des choses qui accélèrent la pensée. Fais des mathématiques, fais de la physique, fais du calcul mental. Tu vas avoir le cerveau plus rapide. Moi, par exemple, j'étais très bon en français et en philo. Très bon, ouais. Donc, je faisais des maths et de la physique. Tu dis, mais pourquoi, si t'es bon au truc, pourquoi tu vas faire? Parce que je voulais pas être un handicapé des maths. Parce qu'on a deux cerveaux, vous savez ou non? On a le cerveau philosophique, le cerveau mathématique. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Toi, tu vas développer ta deux hémisphères, pas deux cerveaux. C'est pas grave. Ouais. Maintenant, si toi, tu développes un côté, il faut que tu développes l'autre côté pour être équilibré. Donc, si tu es hypersensible, il faut augmenter son cerveau pour pouvoir gérer les écarts de ton cœur. Si tu es hyper carré, hyper froid, hyper égoïste, il faut travailler ton recette, ta solidarité, ta proximité, ta sensibilité. Comme ça, tu vas pas être un ordinateur, tu vas être une personne équilibrée. Une personne équilibrée, c'est une personne qui a un cœur et qui a un cerveau et que les deux, ils s'harmonisent. Maintenant, quand vous êtes en train de faire ce travail, d'accord, et ce travail, encore une fois, il n'est pas seulement en cours de Moussard, on vous explique, tu sais, mais non, tu vois ta copine qui s'est cassée la jambe, elle est seule avec son cartable, tu cours, tu l'aides. Tu dis, je suis pas obligé, attends, il y a une assistante, il y a une surveillante. T'es fâche, toi? Donc tu vas l'aider. C'est normal. Parce que tu peux pas voir l'autre dans le mal. C'est normal.
Tu vois, l'autre, elle pleure. Tu sais qu'elle a perdu son père avant-hier. Tu fais quelque chose. Tu dis non, tu écoutes chacun son problème. Puis moi, ça me fait du mal de penser à la douleur des autres. Oh là là, mais t'es référencé sur égoïste.com, toi. Donc, si vous comprenez que chaque situation, c'est une opportunité de travailler les facettes de ta personne, donc plus tu vas travailler, plus tu vas être fort. Et je vous dis, il n'y a pas de limite. Parce que maintenant, tu te sers des maths, on a dit pour apprendre à raisonner rapidement, tu te sers du français pour apprendre à exprimer et à mettre par écrit et à synthétiser, tu te sers de l'histoire géo pour comprendre la logique des choses, tu te sers du Chumash pour recevoir la connaissance de la Torah plus la crainte d'Hachem, de la Mora, qui est très forte, ouais. Toute la journée, tu es une éponge. Maintenant, tu es une éponge du positif. Mais le problème, c'est que pour qu'il y ait une éponge du positif, il faut qu'à l'intérieur, le jeu, ouais, il veut ça. Et c'est bizarre. Tu vois, les gens, par exemple, par exemple, moi, j'ai des gens qui me disent, écoute, Armel Chetrit, moi, la vérité, je suis allergique à la Torah. D'accord? Faut pas m'en parler, ça me saoule, ça me prend la tête. Je dis, viens, on réfléchit tous les deux. D'accord? Comment ça se fait que tu es allergique à la Torah et tu n'es pas allergique à la lourdeur? Le mec, il t'attrape, il pendant 2h30, il te parle de l'avenir du passé. Ou alors, je sais pas moi, est-ce que telle vedette, elle a accouché d'une fille ou d'un garçon? Et là, tu es prêt à débattre pendant 2 heures. Ouais. Ou est-ce que cette jupe, elle te va bien ou non? Ou est-ce que ce rouge à ongles, il n'est pas un peu trop exagéré? Ou est-ce que ce rouge à lèvres, il va bien avec ta peau? Ça, tu peux parler 3 heures. Mais des choses de Torah, tu es allergique. Maintenant, venez, on va prendre un a priori. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Donc, il n'y a pas de différence entre la Torah et le reste. Comment ça se fait que ça, tu es allergique et ça, non? Donc, ça prouve qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de toi qui t'empêche de t'intéresser à des choses qui sont nécessaires. Nous, on appelle Yetzer Hara. Vous me suivez ou non? Maintenant, si toi, tu n'es pas en connaissance de ton Yetzer Hara, si tu n'es pas en maîtrise de ton Yetzer Hara, si tu n'es pas en vigilance de ton Yetzer Hara, peut-être que tu vis même pas ta vie, puisque tu es manipulé. Et ça, normalement, vous l'avez vu dans le cours. Ça veut dire que le problème, c'est que, comme ça il explique le Rav Dessler, c'est que, comme le Yetzer Hara, il vient à la naissance, et le Yetzer Tov, il se dévoile à 12 ans pour une fille, donc vous avez un Yetzer Hara de 12 ans, vous avez un Yetzer Tov de 1 jour. Et au milieu, il y a le jeu, le mois. D'accord? Il y a Myriam, il y a Marilyn, ouais. Qui elle va écouter? Celui qu'elle connaît depuis 13 ans, depuis 12 ans, ou celle qui vient d'arriver? 12 ans. Alors il dit Rav Dessler, les 3/4 d'entre nous s'identifient à leur Yetzer Hara. Donc quand la personne elle dit je, en vérité son jeu, il n'existe pas, il n'est même pas né. Donc, hop, tout de suite, elle va suivre sa tendance, elle va suivre son Yetzer Hara, elle va suivre ses pulsions, elle va suivre ses nerfs, elle va suivre l'influence de l'autre, parce que le jeu n'a pas été créé. Donc même pour dire je veux cela, ou j'ai pas envie, d'accord, ou je fais ce que je veux, il faut que le jeu il soit créé. Donc il y a une espèce de course contre la montre. Parce que le travail sur le jeu, c'est vous qui devez le mettre en place, mais l'influence de l'entourage, elle est 24 heures sur 24. C'est pour ça que le passou qui dit que le Yetzer Hara, c'est un Melech Zaken Vexil. C'est un roi, parce qu'il règne sur toi. Zaken, il est vieux, parce que tu l'as depuis la naissance. Mexil, il est bête. Mais le Yetzer Tov, lui, il est Chacham, il est jeune. Enfin, il est sage, mais il est jeune. Maintenant, la question, elle est, est-ce qu'un peu de sagesse peut repousser beaucoup de Yetzer Hara, beaucoup de bêtises? Est-ce qu'un peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité? Donc là, en vérité, la question, c'est où tu choisis la lumière, où tu choisis l'obscurité. Mais à Odon Kolo, au départ, il n'y a pas un jeu pour choisir. Donc automatiquement, tu vas être le fruit de l'influence. Alors comment tu fais? C'est pour ça que la Torah, elle a dit, tu dois respecter des parents. Pourquoi? Parce que les parents, c'est quoi? C'est le da'at des enfants. Les enfants n'ont pas de conscience. Ouais. Encore ce matin, une maman qui m'a téléphoné. Hier encore, un Zoom avec des parents d'Israël. Ce matin, avec des parents aucun rapport. Mais c'était le même problème. C'est que, bon là, c'était une fille, là, c'est un garçon. 13, 15 ans, 16 ans. Ils ont l'âge pour faire des bêtises, mais ils n'ont pas l'âge d'en être conscient. Vous me suivez ou non? Alors, c'est pour ça que la Torah, elle a dit, écoute tes parents, écoute tes professeurs, écoute les gens qui t'aiment,
écoute les gens intelligents, ouais. Écoute tes rabbanim. Pourquoi? Parce qu'on dit Katan en bodaat, vegadol omed al gabav. Le Katan, il n'a pas de conscience, mais il y a un grand au-dessus de sa tête. Maintenant, le temps que le Katan devienne grand, il faut qu'il ait une référence. Maintenant, c'est quoi le Yetzer Hara? Tu n'es plus un enfant, tu n'es pas encore un adulte, mais tu dis non, j'ai pas besoin de référence, moi, j'ai pas besoin des raves, j'ai pas besoin des parents, je fais ce que je veux. De toute façon, j'ai mes copains, ils me donnent des très bons conseils. Mais quand tu vois la tronche du copain, quand tu vois la tronche de la copine, quand tu vois le QI, parce que le QI, c'est un signe quand même, quand il y en a deux, le QI. Quand tu vois le cas social de la personne, quand tu vois le déséquilibre, quand tu vois le niveau de petitesse, quand tu vois la superficialité, tu dis, c'est ça mon repère. C'est celle-là qui va m'expliquer la vie. Le seul problème, c'est que le bien, il est vers le haut et le mal, il est vers le bas. Vous connaissez la loi de la gravité. Quand vous jetez un truc en l'air, il monte ou il descend? Il monte et il descend. C'est pas évident, hein? Au début, il monte, après il descend. Oui, mais il redescend ou il continue à monter? Il redescend. Voilà. Ça veut dire que c'est facile de se laisser aller, mais c'est dur de se prendre en main. Donc comme c'est dur, on a la confiance. Tes parents, ils t'aiment. Moi, j'ai eu des cas, la vérité des cas, mais que ceux-là, je les range que par deux, ça s'appelle des doubles cas, des cas... Ouais. La fille, elle veut absolument garder son portable. J'ai dit, écoutez, vos parents, ils vous demandent seulement d'enlever le portable 2 heures par jour. La fille, elle dit non, je veux pas, je vais être en contact avec mes amis. Et moi, comme un imbécile, je lui dis, mais écoutez, je comprends pas, c'est vos parents et vos amis. Qui c'est qui est prioritaire? Elle me dit sans hésitation. Ah, j'étais rassuré. Elle me dit, mes amis. Maintenant, c'est des amis sur Facebook. Je sais pas si vous comprenez. Vous savez, avoir des amis sur Facebook, c'est comme avoir des immeubles dans le Monopoly. Tu dis, chérie, j'ai des bâtiments dans rue de la Pompe, mais c'est le Monopoly, baba, il n'y a rien. C'est halom tov, halom shalom. Ouais. Donc ça veut dire que tu as le réel de tes parents qui t'aiment vraiment, et tu as le virtuel de la superficialité de la relation avec soi-disant les copains, les trucs. Mais je comprends pas. L'autre, tu le connais depuis 2 semaines. L'autre, tu les connais depuis 20 ans. Eux, ils t'ont fait que du bien pendant 20 ans. Ceux-là, ils te donnent un conseil au bout de 2 semaines. Comment ça se fait que tu écoutes celui-là et pas celui-là? Alors écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Parce que je vous parle comme à mes filles. Le problème, c'est pas l'agression. Le problème, c'est pas la proposition. Le problème, c'est que ça prouve le vide qu'il y a à l'intérieur. Parce que si au bout de 20 ans, au bout de 15 ans, tu es capable de remettre en cause tout ce que tes parents t'ont donné juste pour faire plaisir à tes copains et tes copines, ça veut dire que tu n'as rien reçu de tes parents. Alors vous pouvez me dire quel niveau d'égoïsme et d'individualisme il faut pour être capable, après que 20 ans on t'a donné à manger, de dire j'aime pas votre manger. J'ai pas besoin de votre amour. J'ai pas besoin de vos conseils. Je suis pas une idiote, d'accord? Je peux réfléchir. Je suis pas comme vous. Je suis différente. Moi aussi, je réfléchis. Je dis, mais attends, c'est un Gilgoul de Nabila. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle se rend même pas compte qu'elle est khmara. Katan en bodaat. On te dit katan en bodaat. L'enfant n'a pas de da'at. Et si vous allez dire, oh ben on n'est complètement pas débiles, on n'est pas des demeurés, on n'est pas des handicapés. Ok, mais tu vois, moi par exemple, j'ai 59 ans, d'accord? Bon, j'ai écrit 2 livres. Bon, j'ai plus de 100 000 élèves. Ok, j'ai soigné des psychiatres, j'en soigne jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis pas spécialement débile, mais j'améliore de plus en plus mon date. Et toi, Biainara, Calimero, elle vient de sortir de la coquille. Elle a découvert 2 ans après ses premières règles qu'elle existe. Elle croit qu'elle est autonome. Elle croit qu'elle a l'intelligence pour pouvoir assumer la réalité. Elle croit qu'elle peut faire des choix qui engagent sa vie. Genre, elle a trouvé l'homme de sa vie, l'homme de ta vie. L'homme de ta vie, à 15 ans, t'as trouvé l'homme de ta vie. Mais regarde-le, son jean, il est plus vieux que lui. Une excroissance de scooter. Un cintre à un t-shirt. C'est lui qui va être le père de tes enfants. Mais il n'arrive même pas à gérer ses pulsions. Tu crois qu'il va gérer sa famille? Non, on peut pas savoir. D'accord, donc tu es prêt à mettre 100 000 $ sur 2 cartes retournées. Il y en a, il me dit ça. Mais Ramel Chetri, je l'ai rencontré, c'est Mina Shamaïm. Mais peut-être c'est Mina Satanim. Oui, c'est normal, parce qu'ici, ça marchait jamais. Les gens, ils n'achèteraient pas les billets de loto. Mais il y a quand même une chance sur 16 millions.
Ce qu'on appelle un PAC, un piège à... Mais la vraie question, c'est pas de savoir si c'est le bon garçon ou non. La vraie question, c'est est-ce que tu es mariable? Moi, je vais vous en raconter des histoires. Ouais. Les gens, ils se connaissent. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Puis après, ils ont des sentiments. Parce que c'est normal, quand tu mets deux morceaux, quand tu mets deux êtres vivants l'un à côté de l'autre, au bout d'un moment, ça produit de la chaleur. Après, il y a une surenchère. Je t'aime, moi aussi je t'aime, moi je t'aime plus, moi je t'aime encore plus. Alors tu peux me prouver que tu m'aimes? Oui, bien sûr, comment? En nature. Ah! Ah bah oui. Ah bah il faut garder les choses comme elles sont. Les goïms, ils appellent ça l'objet du désir. C'est ce que c'est l'objet du désir? Non. C'est-à-dire que l'homme, c'est une personne et la femme, c'est un objet. Alors après, c'est toi comment tu te sens dans le rôle de la poire. Donc déjà, aujourd'hui, il te dévore du regard. Imagine-toi s'il pouvait toucher l'objet. Mais toi, t'es pas une poire, toi, t'es un diamant. T'es dans une vitrine, chez Boucheron, place Vendôme. Il n'y a même pas le prix tellement c'est cher. Tu crois que le gars, il peut rentrer dans la bijouterie, de prendre ce gros diamant-là, ça s'appelle une larme. C'est un diamant qui a une forme de larme, comme une amande. Et dire, écoutez-moi bien, j'en ai juste besoin, quelques minutes, parce que je viens de rentrer là, j'ai mangé une salade avec du persil, et là, j'ai un bout de persil. Si ça ne vous dérange pas, je prends le diamant et j'enlève le persil. Imagine maintenant, mettez-vous dans la situation, place Vendôme, Boucheron, le diamant, il coûte à peu près 400 000 €, parce que c'est un gros truc comme ça de 19 carats. Le gars, il rentre, il dit, écoutez, je ne vais pas l'acheter, mais je vous donne 20 €, vous me prêtez le diamant, je m'enlève le persil et je vous le rends. Vous trouvez ça réaliste? Oui, non? Oui? Non, vous êtes sûr? Je sais pas, il y a des gens qui disent, bah, tu sais, bon, c'est joli, c'est pourquoi pas, faut être un petit peu avoir d'imagination. Donc, à Rodon Colo, la bijouterie, place Vendôme, vous l'imaginez bien. Le gars, il rentre, bonjour, je sors, j'ai mangé une salade, il y a du persil, il m'en reste un bout là. J'ai vu dans mon portable, j'arrive pas à l'enlever, il me faudra un truc pointu. Vous pouvez me prêter un diamant et je frotte avec pour l'enlever? Oui ou non? Oui, non? Oui, non? Non? Alors dis-moi, comment un garçon, pour ses besoins personnels, il peut utiliser le corps d'une personne pour se faire plaisir? Mais t'es un diamant, toi. Ah, tu vois, mais attends, c'est pas comme ça, on s'aime, hein. On s'aime? Ah bon? Tu crois que quelqu'un qui aime les pommes, t'as vu dans quel état il met la pomme? Regarde la tronche de la pomme. Maintenant qu'il l'a aimée. Ce qu'on appelle un trognon. Vous savez le truc tout marron, là? Tout petit, tout écrasé, par terre. Quand tu la connaissais, cette pomme, c'était une pomme. C'était THE pomme. Ce qu'on appelle apple. Ouais. Elle était belle, elle était rouge, elle était brillante. Elle était sans défaut. Elle était calibrée comme il fallait, elle était posée là. Un gars, il est venu, il a fait 4 compliments, il a mordu. Il a mangé, il a mangé, il a mangé, il a laissé le trognon. Dis-moi, la pomme, elle n'a pas de conscience, c'est normal, elle ne peut rien faire, elle n'a pas de libre arbitre. Mais l'autre, c'est pas une pomme, c'est une poire. Quand le gars, il s'approche, elle dit rien. Quand il parle, elle dit rien. Quand il se lie d'amitié, elle dit rien. Quand il y a des sentiments qui se créent, elle dit rien. Quand il fait des promesses et des engagements, elle dit rien. Et après, c'est la nature. Puisqu'on s'aime. Oui. Après, il mange la pomme. Et qu'est-ce qu'il va faire avec le trognon? Jeter. Comment tu te sens dans le rôle du trognon? En plus, il t'avait prévenu, parce que depuis la première fois que vous vous êtes vus là-bas, au Tibbs, et qu'il a commencé à te parler, à rigoler avec toi, il a dû se passer des choses là-bas, ça a pollué, il paraît. Ouais. Donc, quand il était avec tes copines, en tout bien, tout honneur, à manger une pizza, cachère, d'accord, pour l'anniversaire de Myriam, et puis l'autre, il était là avec ses copains, il commence à rigoler avec toi, où t'habites, t'es à Sarcelles, hein, moi aussi, quelle école, oh là là, il est venu. Et puis toi, t'as dit, bon, il n'y a rien de mal, hein, c'est bon, ça va, en plus, il s'appelle Kevin. Alors, Kevin, ce qui va t'arriver? Et t'as donné ton numéro de téléphone. Après, t'as harcelé. Après, tu dis, on se voit. Après, tu le dis à personne. Après, t'as fait des déclarations. Tu seras la femme de ma vie, la mère de mes enfants. 2 minutes. Je travaille. Mais rappelez-toi déjà, à déjà la 3e rencontre, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, t'es trognon. Déjà le signe. Oh, t'es trognon. Oh là là. Oh, ta jupe, sa buve. Oh, j'adore ton maquillage. Oh, tu veux le petit trait noir là? Oh, ça se fait sortir tes yeux. Oh, t'es trognon. Il t'avait prévenu, Ahmara. Ça veut dire que t'es un futur trognon.
Et toi, t'as dit, bah écoute, on sait jamais, peut-être c'est mon zivoug, Mina Shamaïm. Alors moi, je vous donne un conseil. Comme à mes filles, hein, écoutez bien. Les gens mariables se marient. T'es mariable, tu te maries. Avant d'être mariable, 6 mois avant, c'est-à-dire quand t'es mariable, 6 mois avant de te marier, tu rencontres quelqu'un. Et c'est bien. C'est bien. Mais quand tu l'as rencontré 4 ans avant, ou là 5 ans avant, ou là 6 ans avant. Moi, j'ai des cas de Shalom Bayit, d'accord? Ils me disent, écoutez, Ramed Chetrit, en fait, moi, vous êtes marié depuis quand? Elle dit, bon, on est marié depuis 15 ans, mais on se connaît depuis 20 ans. Je dis, ah bon? Oui. Oui, parce qu'en fait, j'ai rencontré à l'école, j'avais 15 ans, on s'est marié à 20 ans. Je dis, aujourd'hui, pourquoi vous venez? Bah, écoutez, là, je ressens plus rien. On dirait mon cousin, on dirait un meuble. En plus, il n'est pas commode. J'ai dit, mais quand vous l'avez rencontré, vous aviez 15 ans. Quand vous l'avez épousé, vous aviez 20 ans. Maintenant, d'après la Torah, l'amour, c'est l'équivalence des volontés. La volonté, c'est le moteur de l'existence. Donc, ça veut dire que la maîtrise de la volonté, en fait, c'est l'expression de la maturité. J'ai pas compris. Je vais un peu vite. Moi, je vais essayer d'aller plus doucement, mais comme j'ai tellement de choses à vous dire et j'ai de la peine que le temps passe, écoutez bien. Vous avez vu le cours. Dans le cours, j'ai expliqué là-bas que le moteur de l'existence, c'est la volonté. Donc, la volonté, c'est ce qui fait que je peux exister. Maintenant, quand je maîtrise la volonté, j'existe. Quand je ne maîtrise pas la volonté, elle est prise en charge par l'Yetzirah, c'est lui qui existe à ma place. Ok. Maintenant, l'amour, il dit que le Maral, il dit que l'amour, c'est l'équivalence des volontés. C'est-à-dire que moi, je vais exister pour toi, toi, tu vas exister pour moi. Mais puisque la maîtrise de la volonté, c'est de la maturité, donc l'amour, c'est un niveau de maturité. Maintenant, des gens qui n'existent pas, parce qu'ils sont pas encore nés, parce qu'ils sont trop jeunes, parce qu'ils sont gamins, ils peuvent pas s'aimer. Parce que c'est pas ça la définition d'amour. Ah, ils s'apprécient, ils sont des camarades, ils adorent l'autre, et puis ça leur fait du bien de parler. Ok, c'est de la camaraderie, c'est pas de l'amour. Oui, non, non. Donc la personne, je lui pose la question, quand elle vient chez moi, elle me dit j'aime plus mon mari, bon j'ai 4 enfants, mais c'est pas lui, c'est pas ça. Je lui dis mais madame, vous l'avez rencontré très jeune, oui. Je dis à l'époque c'était de la camaraderie. Elle me dit oui. Je dis quand est-ce que c'est passé, je dis réfléchissez bien, prenez le temps, quand est-ce que c'est passé de la camaraderie à l'amour? Alors elle réfléchit, elle refait le film et tout ça, elle revoit les années, elle voit les gamineries, elle voit les engueulades. Après 14 ans de mariage, oui, toi, ta famille, vous les Tunisiens, vous les Marocains. Elle se dit, je crois que ça n'est jamais passé de la camaraderie à l'amour. Parce qu'il y a un symptôme dans l'amour, c'est la maturité. Donc si on est encore dans l'individualité, dans la superficialité, ou dans l'accusation, ou dans le transfert de culpabilité, c'est comme en CM2. Oh, c'est toi, c'est à cause de toi, c'est toi, c'est à cause de toi. Et ouais, chérie, on a 42 ans, on est en CM2. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que quand tu rencontres la personne trop tôt, ouais, ça ne peut pas devenir de l'amour. Et ça risque de rester de la camaraderie. Donc il n'y a pas de maturité dans la relation. C'est normal, pourquoi? Parce qu'il y a 3 étapes dans l'amour. Une étape, tu ne sais pas ce que ça existe. Tu ne sais pas que ça existe. Tu es une petite, tu es une gamine, tu es là. On te dit l'amour, tu dis, oh, c'est quoi, c'est la. Après, il y a l'amour platonique. Bon, tu imagines, tu penses, le prince charmant, le tzaddik qui va rentrer à la yeshiva, au séminaire avec son cheval blanc, il va venir te chercher à la sortie d'Ofakim. Waouh! Et après, il y a le mari. Le mari, d'accord, avec la réalité de l'intimité, avec la réalité de la proximité, avec la réalité des caractères. Tout ça, c'est le mariage. D'accord? Il y a une période inconscience, une période platonique, d'accord? Une période réelle. Je suis clair ou parce que plus clair que ça va devenir ambigu. Ouais, c'est clair. Maintenant, c'est quoi la force du Yetzirah? C'est qu'à l'époque du platonique, à l'époque du prince charmant, à l'époque de si Dieu veut, j'aurai un super khatan, il t'envoie la réalité. Parce que le gars qui est devant toi, il est réel, il est vivant. Ouais. Il te demande ton numéro, il te tient la main. Il est concret, lui. Toi, tu peux lui dire non, laisse-moi tranquille, t'es folle, t'es fou, assure, je peux pas, c'est pas bien, ça se fait pas. Combien de temps tu vas tenir? Mais c'est parce que c'est trop tôt. Tu veux manger la tarte? Ok, moi aussi je veux. La tarte, 20 minutes de préparation, 40 minutes de cuisson, 20 minutes de refroidissement. Tu peux pas manger la tarte quand elle n'est pas cuite, immangeable. Tu peux pas la manger quand elle sort du four. Il faut attendre 40 minutes. Après, il faut attendre 20 minutes qu'elle se refroidisse. Parce que prends la brûlante du four, tu la mets dans ta bouche. Ouah, tu vas te cramer. Ça va? Donc ça veut dire en français, il y a un temps pour tout. L'echol davar yeshet. Maintenant, quand c'est le moment de rencontrer le garçon, c'est bien. C'est ça ce qu'on appelle Béchara
Tova. Mais les gens, ils croient que Shara Tova, ça veut dire la bonne heure. Mais non, Shara Tova, Tov, c'est complet. Shara Tova, c'est l'heure où toi, tu es complète. La bonne heure, c'est le bonheur. La bonne heure, le bonne heure. Mais si toi, tu rentres trop tôt dans l'histoire, parce que qu'est-ce que les gens, ils font? Ils parlent avec la personne, bien sûr, sans rien dire. Après, ils créent des liens, sans dire aux parents. Après, ils tombent amoureux. Et après, ils ne savent plus quoi faire. Moi, combien j'en ai eu des comme ça? Écoutez, Ramet Chetrit, moi, il faut que je me marie. Je suis un garçon, je peux pas rester comme ça. C'est assourd, d'après la Torah. La fille a dit, écoutez, Rav, on s'est promis, on est l'un pour l'autre. De toute façon, ça change rien. On prendra un petit studio. Nos parents, ils vont nous aider. Je lui ai dit, mais on va vous faire ce que vous voulez. C'est notre bonheur. On va vous marier. On va vous trouver le studio. On va même vous donner tous les mois 1000 € pour vivre. OK. Mais vous êtes des gamins. Vous êtes des bébés. Je comprends. Je vois des couples, moi, qu'on les a voulu les marier vite fait. D'accord? Elle m'appelle, elle me dit, Ramet Chetrit, mon mari, au lieu d'aller au travail, il est toute la journée sur la PlayStation. Mais c'est normal, c'est un bébé. Tu veux qu'un bébé, il assume. Tu veux qu'un bébé, il soit fort. Tu veux qu'un bébé, il soit un homme. Mais tu peux pas, c'est un bébé. Vous saviez que c'était un bébé, non? Ouais, mais on pensait que si Dieu veut, qu'on y arriverait, que pourquoi pas, que l'amour peut vaincre tout, que la volonté est au-delà de tout. Mais un chameau, il peut pas écrire des poèmes. Un fœtus, il peut pas démarrer une voiture. Alors comment celui-là, il va le faire? Ah, mais on n'y avait pas pensé. Mais c'est pour ça que tu as besoin des gens qui pensent avec toi. Mais quand tu le fais dans le dos, ouais, quand tu t'avances dans l'histoire, quand tu crées la relation, quand tu développes les sentiments, et quand tu te mets dans le porte-à-faux, et que maintenant il faut que tu te battes avec tes parents, et aussi avec ta conscience, et aussi avec tes rabbinim, pour imposer le mariage, là tu es vraiment dans le... Moi j'ai eu des cas comme ça. Ils se sont rencontrés d'une ville de province, ils se sont rencontrés un peu à l'école comme ça, religieux, hein. Et puis après, 1 an, 2 ans, les parents, ils ont eu peur. Ils ont dit, bon, tu pars à la yeshiva. La fille est partie au séminaire. Ils sont revenus. Ils ont continué à se voir, mais ils étaient encore jeunes. Et puis, bon, le rav, il a dit, bon, écoutez, il faut les marier. OK, écoutez bien. Hein. Ils sont arrivés, préparation du mariage. 1 mois du mariage. 1 mois du mariage. Le père du garçon que je connais, il me dit, écoutez, mon fils, il va absolument te voir. Il est en train de faire des crises de tétanie, de tachycardie, de stress. Il vient. Il m'a dit, Rav, j'ai un problème. Je dis quoi? Il me dit, je me marie dans 1 mois, je l'aime pas. Je la supporte pas. Elle a des boutons, elle est moche. Je suis pas très sûr de la guéroute de sa grand-mère. Je lui dis, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune Khmar au carré. Ça fait 6 ans que tu la connais. C'est pas de ce matin. Genre un amour de jeunesse, mon premier amour. Mais c'est pas un premier amour. C'était une rencontre organisée par le Satan pour te faire perdre ton temps. C'était te faire mettre dans une situation que de toute façon tu peux pas assumer. Parce que de toute façon, t'es pas mariable. Donc ça va être que du balagan. Et Ikar, Avodat, Yetzerara, les balbel et Tadéot. Le principal objectif d'Yetzerara, c'est d'embrouiller l'esprit. Une fois, une fille, elle m'appelle de Marseille. Ramet Chetrit, écoutez, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, il me parle mal, sa mère, elle m'a pas accepté, je les ai vus 2 fois, des fois, c'est difficile, on se contredit, on se comprend pas. Je dis, attendez, vous êtes mariés depuis combien de temps? Elle me dit, on n'est pas mariés. Je dis, ah bon? Mais quel âge vous avez? Elle me dit, j'ai 19 ans, ou 18 ans. Je dis, mais vous faites quoi dans la vie? Elle me dit, je suis en terminale. Je dis, alors, donc, on est en train de faire du shalom baït, alors vous n'êtes même pas mariés. Ça va? Vous avez beaucoup de mal à vous concentrer, hein. C'est vrai? C'est vrai. Vous pouvez pas me toucher à moi les cheveux? Non, passe pas. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? Non, ce que je dis, c'est important. Et moi, je vous donne beaucoup de force. Donc, essayez de rester concentré. C'est comme ça me vexe pas de voir que vous écoutez pas. D'accord? Donc, c'est quoi ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est marqué que peut-être que quand tu ne donnes pas les moyens d'être toi-même, ta vie, elle peut être prise en main par quelqu'un d'autre. Maintenant, moi, je ne vous souhaite pas de vous réveiller à 35 ans avec 4 enfants et dire, mais attends, mais je l'aime pas, mais je le supporte pas. Ou alors de vous surprendre à tomber amoureuse d'un collègue de travail ou avoir des pensées bizarres avec quelqu'un d'autre. Mais comment ça se fait que c'est l'homme de ta vie? Alors, je te dis, c'est très simple. Si tu prends la prise mâle et la prise femelle, ouais, tu les enfonces, le courant, il passe. Mais si tu prends des fils comme ça qui sont à moitié truqués, avec un autre fil qui est à moitié dénudé, et tu essaies de faire passer le courant, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas finalisé. On n'a pas construit. On veut quelqu'un de construit qui rencontre quelqu'un de construit. Mais 2 gamins qui se rencontrent, ou 2 fous qui se rencontrent, ou 2 débiles qui se rencontrent, ou pire,
Des gens qui rencontrent des gens de la rue, des gens d'une autre religion, des gens d'une autre ambiance. Après, tu dis, mais comment c'est possible? Je ne comprends pas. 15 ans d'école juive et tu viens, tu me présentes Mouloud. Tu vois, mais il est au Coran. Bah, bien sûr qu'il est au Coran. Mais vous n'êtes pas de la même source. Ouais, mais de toute façon, on est tous des créatures de Dieu. Oui, les carottes aussi. Si ton problème, c'est que tu n'as pas d'ambition. Ton problème, c'est que tu n'as pas d'estime de toi. Donc le gars, il t'a dit 24 compliments, il t'a eu à l'usure, il t'a dit que t'es jolie, que t'es belle, que t'es mignonne, t'es sympathique, t'es bien, c'est une fille comme toi que je voudrais. Et toi, qu'est-ce que t'es tellement en anorexie personnelle d'existence que tu dis, écoute, c'est vrai que c'est un sourd, mais ça fait du bien. Après, tu dis, c'est vrai que c'est pas bien, mais personne n'est au courant. Après, tu dis, c'est vrai qu'il n'est pas juif, mais les enfants, ils seront juifs parce que je suis juive. T'as vu ce qui s'est passé? T'as vu l'évolution, là? Mais c'est déjà écrit dans la Torah. Yetzerara, Asekar, Veasekar, Asekar, Veasekar, Ashli Avod, Avodazara. Jamais l'Itzara, il vient chez toi, il dit, vas-y, va coucher avec le goy. Non. Doucement, piacha, on va mettre les choses en place. Et tu te réveilles comme ça, tu dis, oh, moi, il m'appelle les filles. J'ai fait une très, très grosse bêtise. Très, c'est que tu as fait une bêtise avec ton corps. Très, c'est que le gars, c'est pas ton mari. Tu dis, mais comment c'est possible? Mais mon père, il a une barbe comme ça. Ma mère, la tzadékette, elle est devenue une veilleuse, tellement elle prie. Mais comment c'est possible? Je te dis pourquoi. Parce que tu es un diamant. Et il y a des chercheurs de diamants. Maintenant, il y a des gens qui font l'effort, qui vont en Tanzanie, qui creusent 600 mètres de profondeur, qui sortent le diamant et qui le méritent. Et il y a des gens qui font des hold-up. Ils rentrent, ils font des hold-up, ils volent des diamants. Maintenant, le problème, c'est que le diamant, il ne sait pas qu'il est un diamant. Et donc, ça lui fait plaisir quand quelqu'un lui dit, tu sais que t'es très très belle. Alors, elle dit, oh, c'est vrai? Pourquoi ta mère, elle te le dit pas? Ton père, il te le dit pas? Tes copines, ils te le disent pas? Qu'est-ce que tu as besoin du compliment de se jeter? Que tu sais que se jeter, il va demander à se faire payer pour les compliments. Et encore une fois, en nature, je vous parle clairement. Les filles, je leur parle comme ça. Hein. Quand elles arrivent à un âge où elles ont un corps, elles ont des formes, j'ai dit attention. Tu es une réalité physique dans la rue. Tu as un sourire, tu es mignonne. Donc si tu as 6 ans, je ne vais pas parler comme ça. Si tu as 8 ans, tu ne sais même pas que ça existe. Mais si tu as 16, 17, 18 ans, et que Blainara, tu existes, je te parle clairement. Pourquoi j'ai envie, moi, que tu me dis, papa, je te présente quelqu'un. Moi, je sais que tu ne vas pas être contente. Moi, je sais parce que c'est pas ce que tu attendais. Je sais que c'est pas ce que tu croyais. Je sais que c'est pas ce que tu pensais de moi. Mais je l'ai rencontré. Eh ben, qui crève? Je veux dire que c'est quoi le problème? C'est parce que tu l'as rencontré. Vous allez me dire, oui, mais maintenant, il y a des sentiments. Mais comment ils sont venus, ces sentiments? Ben parce qu'on s'est compris. Comment on s'est compris? Parce qu'on s'est parlé. Alors, qu'est-ce que tu as commencé? Rappelez-vous que la viande au congélateur ne peut pas cuire. Mais si tu la sors et tu la mets sur le feu, pour rien comme ça, pourquoi je sais pas, et tu l'as oublié. Ça sent le brûler. Oh, ça sent le brûler. Oh, ça a brûlé. Mais comment? Alors, ta mère, elle te dit, mais enfin, j'avais gardé ces entrecôtes-là pour demain. Comment ça se fait qu'elles sont cramées dans la poêle? Ben écoute, tu sais, j'ai eu envie de viande. J'étais au congélateur, j'ai vu l'entrecôte, je l'ai mis à frire. À ce moment-là, évidemment, ma copine, elle m'a téléphoné. C'est normal. Honnête d'Oraïta, d'accord? Donc j'ai marché, j'étais dans la chambre et je parle. Et puis elle me disait, tu sais, on a mangé un barbecue de folie. Et je dis, tu te rends compte, tellement je suis convaincu du barbecue dont tu me parles, je sens le brûler. En fait, c'est l'entrecôte qui est en train de brûler. Vous me suivez ou non? Vous avez compris qui c'est l'entrecôte? Alors je vais vous donner un secret. Le Yetzerara est un magicien. D'accord? Le Rav Dessler, il l'appelle Melech Hadimayon, le roi de l'illusion. Ça, c'est une règle que vous devez apprendre par cœur. Écoutez bien, vous la répétez, vous l'écrivez quelque part. C'est un très très grand yesod dans une image. Maintenant, le magicien a toujours 2 mains. C'est impossible de voir un magicien manchot. Vous avez vu plein de trucs de magiciens sur Internet ou ailleurs. Maintenant, pourquoi le magicien il a besoin de 2 mains? Parce qu'il a une main pour vous occuper les yeux.
D'accord? Hop, il sort un stylo, il fait hop, hop le stylo, et après le stylo, hop, il devient une colombe. Il dit wow, 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 wow. Ouais. Alors moi, je vous donne un truc. Faut toujours regarder la deuxième main du magicien. Puisqu'il fait toi avec cette main-là, elle sert à rien l'autre. Maintenant, tu dis, maintenant il est en train de faire ça, maintenant cette main-là, elle est là. Tu dis bon, à la limite, elle est là. Tu dis mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle est là. Tu comprends pas pourquoi. Mais c'est pas grave, parce que tu es tellement occupé à regarder ce qu'il est en train de faire avec cette main-là, que tu vois pas la deuxième main. Oui, non? Voilà. Le Yetzer Hara, il va t'occuper avec des choses jolies, avec des choses qui te rassurent, avec des choses qui t'amusent, avec des choses qui te prennent la tête, avec des choses qui t'occupent. Mais en même temps, il fait un autre travail. Vous me suivez ou non? Toi, tu vas dire, bon, je vais avoir un téléphone. Ok, c'est normal. Après, tu dis, bon, mais je vais avec le Wi-Fi. Ouais, c'est pas grave. Après, tu dis, bon, je regarde des petits trucs. J'ai besoin pour le Zoom. Oui, oui, ta soeur. Après, tu dis, bon, je me détends un peu, je regarde des trucs. Bon. Après, je m'intéresse. Bon. Après, je reçois sur Insta que telle vedette, elle a ça. Après, tu dis, bon, j'écoute la musique Goya. Après, tu dis, ah, je suis une Goya. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Asekar, 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 Asekar. Réfléchis bien maintenant. D'être une femme juive, d'accord, avec la conscience juive, avec la Torah, avec la crainte d'Hachem, avec la Siyata d'Ishmaïa, avec la clarté, la clairvoyance, avec l'instinct de la Neshama, avec les rêves prémonitoires que la femme, elle peut avoir quand elle a un cœur pur, t'as renoncé à tout ça pour avoir un star. Bah oui, parce que qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le superficiel, et ça, c'est l'essentiel. Maintenant, il faut savoir que si tu n'es pas occupé à chercher l'essentiel, Miya'ale Be'ar Hashem, c'est normal, c'est la nature. Maintenant, la force du Yetzer Hara, c'est qu'il le fait étape par étape. Et deuxièmement, qu'il travaille toujours sur deux plans. Par exemple, je vois des couples, d'accord? Ils ont des problèmes. Je leur explique. Je leur dis, voilà, le Yetzer Hara, il va vous occuper. Ouais, genre, ouais, t'as oublié de truquer, de déposer le chèque, tu m'as pris la tête, ça, tu m'as mal parlé, je sais pas, les casse-routes. Ça, c'est la première main pour t'occuper. Mais par derrière, vous savez ce qu'il fait? Il use l'amour du couple. Il use la patience. Il use l'ambition par en dessous. Le jour où le côté superficiel, il veut s'arranger, le gars il dit ok, j'ai compris, je vais arrêter de dire des gros mots, je vais arrêter de mal te parler, je vais arrêter de te mentir. La femme elle dit ok, mais je t'aime plus. Vous avez compris comment ça se passe? Vous c'est pareil. Vous êtes dans la scolarité, vous êtes dans le travail, après vous êtes dans la rue, vous êtes dans les discussions, vous êtes dans la rigolade. Tout ça c'est le Yetzer Hara qui vous occupe. Mais pendant ce temps-là, par en dessous, il vous baisse la crainte de Dieu. Par en dessous, il vous baisse votre identité juive. Par en dessous, il vous baisse votre attachement à la Kedusha. Alors vous êtes un peu cool, après vous dites, bon la jupe ça va, c'est bon, elle est pas courte, d'accord. Après tu dis, bon le truc il est un peu, bon mais c'est normal parce que j'en ai pas beaucoup, donc je mets un truc qui... Qu'est-ce que t'as besoin? Qu'est-ce que t'as besoin? Ouais, après tu veux t'épiler absolument, après tu mets un maquillage, le gyrophare. Moi j'ai dit aux calottes, faites attention, parce qu'aujourd'hui ils payent 200, 300, 400, 500 euros une maquilleuse. Pour le soir du mariage. Et te fait un maquillage, mais c'est dangereux. Bah oui, parce que la fille, le soir, elle est Cléopâtre. Le lendemain matin, elle se démaquille, elle sort de la chambre. Le Khatan, il la voit, il dit, mais vous êtes qui, madame? Par où vous êtes rentrée? Elle comprend pas, elle dit, mais enfin, Marlouf, c'est moi! Donc tu peux pas être la veille, tu peux pas être Cléopâtre, et le lendemain, la momie de Cléopâtre. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas exagérer, ouais, dans le superficiel. Mais si en plus de ça, tu as le maquillage de Cléopâtre, mais tu as aussi la tête de Cléopâtre, et tu as la conscience de Cléopâtre. Regardez aujourd'hui, regardez les modèles. C'est qui les modèles aujourd'hui? Les modèles des jeunes. C'est des stars, mais que live stars. Ces jeux de joueurs de foot, qui ont les pieds qui bougent, la tête qui marche pas. Ouais. Avant, c'était qui les stars? C'était les philosophes. Mais chez nous, c'était qui? C'était les tzadikim. C'était les gdolim. C'était les gens qui avaient des midotes incroyables, des gens qui avaient une hirat shamayim incroyable, des gens qui parlaient avec Dieu, des gens qui connaissaient toute la Torah entière. C'est ça les références. Doucement, doucement, ils sont rentrés. Les juifs émancipés, la réformiste et tout ça, ils ont enlevé, bon, il faut la culture générale, il faut la connaissance. Et doucement, ils ont changé les repères. Mais comment tu peux avoir des repères avec un mec qui a un doctorat, ouais, de philosophie ou un doctorat de, je sais pas, de psychologie, mais à part ça, il est pédophile. Oh, tu dis, bon, ok, bon, c'est vrai qu'il est pédophile, mais bon, c'est quand même un cerveau. Hein. Mais nous, chez nous, écoutez bien, si la sagesse n'est pas accompagnée par la hirat shamayim, c'est zéro. Si le gars, il connaît le Talmud tout entier, mais qu'il n'a pas la crainte de Dieu, s'il n'a pas les midotes, tu n'as pas le droit d'apprendre. C'est assourd.
Mais toi, tu peux pas le savoir parce que tu n'as même pas la référence de qu'est-ce que c'est un tzaddik. Tu n'as même pas la référence de qu'est-ce que c'est un chacham. Aujourd'hui, n'importe quelle personne, moi j'ai des prises de tête avec des gens, la vérité. Moi, avant de parler, j'ai étudié pendant 15 ans. Les gars, ils ont fait chouver il y a 3 semaines, ils étaient vendeurs de voitures, d'un seul coup, ils deviennent rabbins, conférenciers. Mais dans conférencier, il y a férencier. Si quelqu'un n'a pas étudié à la yeshiva au collège pendant 15 ans, il parle pas de la Torah. Il parle de la force de vente, parle du coaching, mais ne parle pas de la Torah. La Torah, il faut la connaître, il faut que tu sois mort sur elle pour pouvoir en parler. Et les gens, c'est les références. Alors, dans la rue, ils ont des stars complètement vides, des rappeurs, des zéros de chez rien, que genre, ils vont leur expliquer, des humoristes. Maintenant, aujourd'hui, la référence, c'est les humoristes et les rappeurs, des stars, de Star Academy et des footballeurs. C'est ça ta référence de vie. Ouais, mais t'as vu la voiture qu'il a? T'as vu comment elle a un sourire de folie? T'as vu comment elle parle? Mais c'est ça ta référence? C'est ça que tu veux devenir? Mais c'est dommage que le bon Dieu t'a donné une neshama. Dommage! Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça sert à rien, la neshama. D'après toi. Puisque toi, t'es un cerveau et un estomac. Et des fois, t'as même pas besoin du cerveau, il reste que l'estomac. Toi, t'es un corps. T'es pas une personne, t'es un corps. C'est pour ça qu'on t'a donné une neshama. Tu te rends compte? La Torah, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Talmud, la conscience des choses, la perpétuité, la relation avec le divin, tout ce qu'il y a dans la Torah, qui n'existe pas dehors, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Les autres, ils ont fait que copier. Vous savez que depuis la création du monde, il n'y a pas eu un Rabbi Shimon Bar Yochai qui est né chez les peuples. Un seul, il n'y a pas. Il n'y a pas un. Peut-être deux. Peut-être un demi. Non, mais le Harizal, il dit que sur une montagne de Tzfat, sur un versant d'une montagne, il y a 1 200 000 tzadikim gmurim. C'est que la Torah, elle produit des tzadikim. Donc quand toi, tu veux pas être trop religieux, tu veux pas trop t'investir, tu veux pas être comme tes parents, tu veux pas te prendre la tête. Mais écoute-moi bien, il faut que tu saches à quoi tu renonces. Parce que les gens disent, bon, ça va, c'est bon, je suis traditionnaliste plus. Si je mange cachère, mais je vais à la plage mixte. C'est pas grave. Comment on va louer les plages à Jouan-les-Pins s'il n'y a pas des non-religieux? Mais tu sais à quoi tu renonces? Tu sais ce que tu perds? Tu le sais pas. Maintenant, tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu n'as pas étudié la gémologie. Tu ne sais pas apprécier les diamants. Tu crois que la personne religieuse qui prie, qui préserve, qui éduque, qui s'investit, qui éduque ses enfants, qui leur donne l'amour de la Torah, tu crois qu'elle est folle. Mais toi, Blainara, que tu as 2 comptes Facebook, toi, tu as compris la vie. Et c'est marqué. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué que quand les Bnei Israël étaient devant la mer, c'est marqué Vayelchou, Betochayam, Bayabasha, Vamaim Ayalaem Choma, Miminam ou Mismolam. Ouais. Et 7 psukim après, il y a un autre pasouk qui c'est marqué Vayavohu Bnei Israël, Betochayam, Bayabasha. Une fois c'est marqué Betochayam, Bayabasha, dans la mer, sur la terre ferme. Une fois, c'est marqué sur la terre ferme dans la mer. Vamaim ayalaem choma, et les eaux étaient pour eux une muraille. Mi minam ou mismolam, à leur droite et à leur gauche. D'accord? Il dit le Gaon de Vilna. C'est très rare que la Torah, elle dit la même chose à 7 psukim d'intervalle. Une fois, c'est marqué ils ont été, une fois, c'est marqué ils sont rentrés. D'accord? C'est marqué la mer, elle était. Parce que quand la mer s'est ouverte devant les Bnei Israël, la terre, elle était sèche. Ok. Et la mer, elle était de chaque côté, vous savez, c'était plus de 60 mètres de haut, d'eau. Vous me suivez? Bon. À leur droite, à leur gauche. Et dit le Gaon, pourquoi la Torah, elle répète 2 fois la même chose à 7 versets d'intervalle? Si tu me dis, une fois c'est écrit dans Shemot, une fois c'est écrit dans Vaïtranan, je dis c'est normal, la Torah, elle répète. Ok, maintenant Moshe, il répète la Torah pour les Bnei Israël. Ok. Mais pourquoi à 7... Écoutez bien. Vous êtes bien là, vous êtes fatigué là? Non, ça va bien. Écoutez bien. Il dit, regarde les psukim, ils ne sont pas les mêmes. Une fois, c'est marqué Betochayam Bayabasha, dans la mer, sur la terre ferme. Et une fois, c'est marqué Bayabasha Betochayam. Ouais, sur la terre ferme, dans la mer. Et une fois, c'est marqué Vamaim Ayalaim Choma. Et Choma, c'est écrit en entier. Il y a un chet, un vav, un mem et un he. Et ça, c'est une muraille. Mais une fois, il n'y a pas le vav. Vous me suivez, il y a écrit Choma, il y a écrit chet, mem, he, mais il y a un point pour marquer le haut. Donc tu peux le lire Chema. Et qu'est-ce que c'est Chema?
La colère. Il dit le Gaon de Vilna. Devant la mer, il y a eu deux groupes. Ils ont vu la mer tous. Ils ont vu la mer. Ils ont senti qu'ils étaient vraiment dans la mer. Parce qu'ils avaient les Égyptiens derrière. Ils avaient les bêtes sauvages à droite. Ils avaient les falaises à gauche. Ils avaient la mer devant eux. Donc ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils avancent. Ouais, comme toi, tu dois rentrer à la choupa maintenant. Comme toi, tu dois rentrer à la fac. Comme toi, tu dois rentrer au séminaire. Comme toi, tu dois assumer ton premier travail. Donc c'est la mer, c'est l'inconnu. Tu sais pas quoi faire. Tu dis, c'est trop stressant. Je vais retourner chez mes parents. Tu peux pas retourner en Égypte. Tu dis, mais ça fait rien, je vais m'échapper par la gauche. Tu peux pas, il y a des bêtes sauvages. Ah, je vais aller à la droite. Non, il n'y a pas les falaises. Donc il faut avancer. Ça va? Ben, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu la mer. Ils ont dit, c'est pas grave. Le bon Dieu, il est là. On a confiance en lui. Ils se sont jetés à la mer. De là, l'expression se jeter à l'eau. Quand ils se sont jetés à l'eau, ils sont vraiment rentrés, Betor Hayam, dans la mer. On dit, ils arrivaient jusqu'au là. Ouais. Et là, il y a eu un miracle. La mer s'est ouverte. Ils se sont retrouvés, Bayabasha, sur la terre sèche. Ça va? Super. Ça veut dire que quand tu t'investis dans un choix, quand tu te mouilles, quand tu rentres au séminaire parce que tu veux vraiment le faire, quand tu rentres à la fac et tu dis, je vais envers et contre tout, même si j'avais pas des super notes, mais je vais réussir ma médecine, quand tu dis, je vais me battre pour réussir mon couple, tu rentres, tu te jettes à l'eau. Le miracle, il vient. Mais si tu restes devant en disant, oh, c'est trop profond, j'y arriverai jamais, le quota de réussite, il est 0,3%, il y a 50% qui divorcent, le séminaire, c'est loin, c'est dur, et pareil qu'on mange pas bien tous les jours. Comme tu veux, tu restes devant la mer, et t'avances pas. Il y en a qui jettent à la mer. Celui qui jette à la mer, écoute bien, la mer, elle s'ouvre, la solution, elle vient, la Géoula, elle vient, la Yeshua, elle vient, le bébé, il naît, le magasin, tu le trouves, le résultat, tu l'as, l'examen, il tombe pas Shabbat. Tout ça, c'est les Yeshuot qui viennent parce que tu t'es jeté à l'eau. D'accord? Ah, tu dis, ouais, mais quand même, il y avait, à Maïm, il y avait quand même la menace. Va Maïm ayalem choma. Cette menace, pour eux, écoute bien, c'était une protection. Ça veut dire que c'est que quand tu dois faire un choix et que le choix, il te fait peur, le fait de surmonter ta peur, ça fait que ton épreuve, elle te renforce. Donc ça fait une protection. Ça va? Par contre, il y a un autre groupe de juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu que les autres y plongent. Et quand ils ont plongé, la mer s'est ouverte. Donc eux, ils sont rentrés, et là c'est marqué dans le passouk, Bayabasha, sur la terre sèche, Betochayam, dans la mer. Vous avez compris? Pourquoi l'inverser? Pour dire qu'il y a des gens, ils ont profité de la Messirut Nefesh des autres, ouais, et ils sont rentrés sur la terre sèche, mais géographiquement, ils sont dans la mer. Mais attention, ils sont en train de profiter d'un miracle que eux n'ont pas produit, puisqu'ils ne sont pas sacrifiés. Vous me suivez ou non? Eh bien, les eaux, Amaïm, Ayala Hema, c'est une colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une cause de colère d'Hachem, c'est une cause de culpabilité de la personne. Ben, c'est exactement pareil. Dans Ram Israël, il y a des gens qui vont se jeter à l'eau, il y a des gens qui vont se mouiller, il y a des gens qui vont sacrifier leurs plus belles années pour aller au kollel, pour étudier la Torah, qui vont envoyer leurs enfants dans les shivot, qui vont faire attention à la sniout, qui vont aller chercher de la cacheroute, qui vont payer 2 fois plus cher le kasher, qui vont trouver des écoles qui sont contraignantes et difficiles pour leurs enfants. Ils sacrifient, vraiment, ouais. Et ils voient Baruch Hashem les miracles, ils voient. Mais il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mon cousin il est rabbin, j'ai de la yeshiva, ouais. Je mange kasher. Je vais à la plage mixte, mais attention, hein, Chas v'Shalom, on va dans un restaurant kasher. Donc qu'est-ce qu'ils font eux? Ils vont Betor Hayam, ils vont dans la mer, ils vont dans la religion, mais Bayabasha, le miracle il est produit par l'autre. Pas par eux. Ouais. Attention, parce que Maïmaya la Emhema. Moi, ces gens-là, ils m'appellent, ils me disent, Rabbi Chetrit, qu'est-ce que je dois faire? Ma fille, elle est avec un truc. Mon fils, il a fait ça. Ma femme, un truc. Mon mari, truc. Je dis, mais vous êtes dans la religion. Normalement, vous devez être protégé. Oui, mais vous comprenez, on n'est pas à 100%. Bon, on est croyant, mais on n'est pas pratiquant. On est pratique, mais pas à 100%. Genre, on fait que les mises votre pratique. Je dis, mais t'as pas compris. La vie, c'est le maboul. La société, c'est la folie, c'est la mort. Si tu veux traverser ça et rester indemne, on t'a donné un tunnel. Ce tunnel, ouais, pour traverser cette folie, il a 613 briques. Toi, tu dis non, j'enlève une brique. Mais Gabriel, t'enlèves une brique. La folie, elle rentre. Ah, la sniout, c'est exagéré. Oh, le mikvé, j'ai peur d'attraper une mycose. Mais t'es une mycose toi-même. Oh, le Shabbat, ça tombe samedi. Les tefilines, j'ai peur de m'étrangler.
L'étude de la Torah, c'est compliqué, c'est de l'hébreu, c'est de l'araméen. Se marier avec une femme, ils sont trop typés, trop communautaires. Moi, j'aime bien le côté asiatique, exotique. Après, tu m'appelles, tu viens avec chez titre, qu'est-ce que tu vas faire? Regardez ce qui m'arrive, ce qui m'arrive, ce qui m'arrive. Mais Baba, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Avec toute la Torah, avec Hachem, avec la pureté, avec l'investissement et avec la prière, c'est pas évident. Alors avec l'ignorance, avec la touma dans la maison, avec la pourriture dans la tête, avec la chala dans la tête des enfants, avec les vidéos bizarres dans la tête du mari, avec les relations bizarres pendant les vacances, tu viens chez moi, tu me dis, Rav, j'y arrive pas. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Ils sont bizarres, les gens. Alors je vous dis la phrase, elle est très importante. Je suis stupéfait des gens qui sont choqués des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Vous avez compris l'idée ou non? Moi, ma femme, on a une grande famille. Elle sait, votre Mora. Ouais. Chaque enfant, à l'école, il disait, ils ne doivent pas bien s'occuper de leurs enfants parce qu'ils en ont beaucoup. Maintenant, c'est marrant parce que ceux qui en avaient 3, ils sont tous divorcés. Et nous, grâce à Dieu, on en a 4 fois plus et ils sont tous bien. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que ce n'est pas une question de nombre d'enfants, c'est une question d'investissement. Tu t'investis, tu t'investis. Ton couple, tu le construis. Moi, j'aide des milliers de couples. La vérité, j'ai jamais fait de formation de couple, j'ai jamais fait de thérapie de couple, j'ai jamais fait de formation de thérapeute de couple, de médiateur de couple, de coach de couple, j'ai pas fait. Mais je peux te dire qu'avec ma femme, on a travaillé sur le couple. On a travaillé. Donc, on a les outils. Vous me suivez ou non? Dans tous les domaines, c'est pareil. Ce que vous avez travaillé, ce que vous avez acquis, c'est à vous. Avec ce que vous avez à vous, vous pouvez vous aider à vous et aider les autres. Ner les chan, ner les élèves. Ouais. Mais si vous-même, vous faites pas le travail, alors tu dis, bon, vous faites pas le travail, pourquoi? Ah ben, parce que vous dites, parce que vous avez une autre manière de penser, parce que philosophiquement, vous adhérez pas, parce que vous avez une autre école dans la chassidoute. Ok, t'as une autre façon de voir. Mais qu'est-ce que t'as? Non, parce que j'ai Instagram, parce qu'il y a la télé, parce qu'il y a l'influence des copains, parce que l'important pour moi, c'est d'avoir la mèche à la bonne longueur, parce que j'ai les ongles qui poussent tordus, j'ai de la peine, je dois refaire mes dents parce que j'aurais pas un sourire pour pouvoir me marier. Tu crois que le mec, il va se marier pour tes dents? Mais les gars qui regardent les dents avant d'acheter la jument, c'est au salon du cheval. Comment tu te sens, toi, dans le rôle de la jument? La vérité. Si jument. D'accord? Non. Il dit, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que vous êtes des diamants. D'accord? Mais vous êtes des diamants qui ne sont pas taillés. Donc, vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne savez pas que vous êtes convoité. Ouais. Une fois, je parlais avec un monsieur qui est de l'autre côté. Il me disait, mais vous ne savez pas, pour nous, qui sommes de l'autre côté, la valeur que c'est d'attraper une juive. C'est un diamant. Eux, ils parlent de ça, je ne sais pas si vous comprenez. Tout le monde est au courant. Ouais. Ils savent. Mais toi, tu ne sais pas. Parce que toi, tu dis, bon, ça va, il faut être sympathique, il faut être truc, faut pas voir le mal partout. On ne parle pas de mal. Écoute bien. Moi, je ne parle pas du bas, moi, je parle du haut. C'est-à-dire que moi, je te proposais d'être la fille de Sarah Imenou, et toi, tu me dis, c'est déjà pas mal si je ne mange pas du porc. C'est dommage. Pourquoi tu regardes vers le bas? Pourquoi tu ne regardes pas vers le haut? Ok, peut-être tu ne vas pas épouser un grand sadique, peut-être tu ne vas pas épouser un Talmid Chacham, mais tu peux avoir une famille de Kedusha, tu peux avoir la Shekhinah dans ta maison, tu peux avoir la paix, tu peux avoir l'équilibre, mais ça aussi, il y a un prix. Sachez que c'est très simple. Quand tu vois qu'une maison, elle fonctionne bien, c'est parce qu'il y a la Shekhinah dedans. Ouais. Or, la Shekhinah, c'est la présence divine. Et la présence divine, c'est quoi? C'est la communion des bonnes volontés. Et la bonne volonté, c'est la maîtrise du Yetzer Hara. Donc, dans une famille où tout le monde maîtrise son Yetzer Hara, il y a la Shekhinah. D'accord? Mais dans une maison où l'autre il prend de la drogue, l'autre il prend de l'alcool, l'autre il est bourré de complexes, l'autre il se nourrit toute la journée avec ses jeux vidéo, celle-là elle passe sa journée à faire ses petits blogs pour montrer à tout le monde qu'elle a une idée sur le maquillage qu'il faut utiliser. Mais comment veux-tu que cette maison-là, où le Satan il est le roi, ça s'arrange? Moi je te dis, des couples, ils viennent chez moi, je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Le bilan de ce qui s'est passé. Mais vous étiez inconscient, vous n'étiez pas solidaire, vous n'étiez pas construit, vous n'étiez pas préparé, vous n'avez pas construit votre couple, vous n'avez pas mis en place la communication, vous n'avez pas mis en place la bonté, vous n'avez pas mis en place le vrai amour, vous n'avez pas mis en place la maturité. Donc 80% de votre histoire avant, c'était le Satan. Maintenant, vous voulez tirer les conclusions de vos 20 ans de vie commune sous le Satan pour dire qu'aujourd'hui, vous devez divorcer, mais vous n'êtes même pas marié. Alors, il y a des gens intelligents, ils disent, ok, j'ai compris. Ça veut dire que on doit faire un travail, et ils le font. Après 20 ans de mariage, ils refont. D'accord, ils remettent en place, ils travaillent, ils font le shalom bayit, ils font le Pâques, ils font le truc, et grâce à Dieu, ils s'en sortent. Et il y a des gens qui disent, bah non, écoutez, j'ai trop souffert, c'est trop difficile, d'accord, j'arrive pas à oublier ce qui s'est passé,
Je comprends pas, tu sais que c'était pas toi. Tu sais que c'était pas ton mari. Tu sais que c'était pas lui. C'était pas vous. Alors tu veux tirer des conclusions? Non. Donc le Yetzer Hara, pendant la première partie, il te rend inconscient. Et pendant la deuxième partie, il te rend triste. Quand il te fait faire une avéra, il t'empêche de réfléchir. Laisse tomber, c'est des bêtises. Ou alors il te cachérise la chose. Non, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal. Il te rend inconscient. Il t'enlève le da'at. Mais après que tu as fait l'avéra et que tu es étouffé comme ça de la touma que tu as en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te rend coupable. De toute façon, t'es sale, maintenant t'es impur. Tu sais quoi? T'as qu'à continuer. De toute façon, tu mérites même pas une neshama juive. Tu mérites même pas un bon mariage. Tu es une kharada, tu es une pourriture. Vous avez vu la stratégie du Satan? Avant, ils occupent ta tête vide. Après, ils te rendent coupable. Mais 2 fois, tu as perdu. Donc, si tu peux, tu te rends ta tête pleine. Tu développes ta personne. Tu développes ta hirat shamaim, tu développes ta maturité. Comme ça, tu vas éviter de tomber dans les fautes de l'inconscience. D'accord? Et si tu as craqué, et si tu as fait une bêtise, et si tu as fait une erreur de jeunesse, eh ben, tu te prends en main, Moi, j'ai vu des gens, ils n'ont pas dit à leurs parents pendant 2 ans, ils n'ont pas été à l'école. Et les parents, ils payaient, eux, ils prenaient l'argent, ils allaient s'amuser, ils fumaient des... Il vient chez moi, Ramen Chetri, je suis stressé, je suis angoissé, voilà, j'ai rien fait de ma vie, j'ai honte, je sais pas quoi dire à mes parents. J'écoute, la tchouva, ça existe. La tchouva, ça existe dans la Torah. La tchouva, ça existe à l'école. La tchouva, ça existe dans la personnalité. La tchouva, ça existe si tu as rencontré la mauvaise personne. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je l'ai rencontré. Eh ben, tu sais, les portes de saloon, ça s'ouvre dans les 2 sens. Comme tu rentres, tu sors. C'est pas grave. Et si tu vas me dire, oui, mais Rabbi Chetrit, il y a des sentiments. Mais c'est pas des sentiments. C'est soit parce que on a créé une vibration en toi que tu ne connaissais pas avant, donc tu crois que c'est d'amour. Soit parce que tu dis, attends, j'ai passé 4 ans, alors ça me fait de la peine, j'ai perdu 4 ans. Alors quoi, tu préfères perdre 40 ans? Donc il faut savoir des fois amputer. Des fois, il faut savoir s'arrêter. Des fois, il faut savoir prendre conscience. Et c'est ça le projet. Le projet, c'est de faire rentrer le da'at dans la tête. Ça s'appelle Ishuv à da'at, que le da'at, il revient. Tu réfléchis, tu dis, attends, je suis une bâtisse Israël. D'accord? Je suis pur. Je suis sympathique. J'ai un projet, j'ai un avenir. Je suis jeune. Je suis pas encore construit. Je suis pas encore bien. Et je suis en train de faire des choix qui sont irréversibles. Parce que vous avez bien compris que c'est très compliqué quand on a donné les fraises de ne pas acheter la tarte. Quand on a mangé la fraise, on doit acheter la tarte. Mais les gens, non, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent la fraise et ils laissent la tarte. Et l'autre, elle dit, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Tu peux pas lui dire, ramène ta fraise. Chiffre là, elle est partie. Ouais. Et même si ça s'est passé, et même s'il y a eu cette erreur, eh ben la tchouva, elle existe. Hachem, il aime les gens qui sont purs, qui sont entiers, qui sont sincères. Et ça se récupère, et ça se développe, et ça se fait. Voilà, encore il y a 2 jours, une jeune fille qui m'a appelé. Elle m'a dit, Rabbi Chetri, je dors pas la nuit, je vais mourir. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que voilà, je suis dans un chidour, c'est en train de se finaliser. Et le garçon, il me demande, est-ce qu'il y a eu quelque chose ou quoi? Moi, en vérité, avant, j'étais complètement à côté de la plaque. J'avais 17 ans. Je suis sorti avec des garçons bizarres. Elle me dit, bon, j'ai pas été jusqu'au bout, mais bon, j'ai pas été loin. Et lui, il me demande s'il y a eu quelque chose. Et moi, j'ai honte de lui dire. Je dis, vous lui mentez. Je dis, aujourd'hui, vous êtes sérieuse? Elle me dira, mais j'ai honte de vous parler. J'ai honte de ce qui s'est passé. J'en pleure tellement j'ai honte, tellement je me sens malhonnête de pas dire et tout ça. Vous lui dites pas. Les garçons, ils savent pas entendre ça. S'il y a eu quelque chose vraiment, bah, t'es obligé de dire. Mais s'il n'y a rien eu de physique, finalisation physique intime, tu dis non, il n'y a rien eu. Pourquoi? Parce que tu n'es plus cette fille-là. Or quoi, toute ta vie, parce que tu étais une khamara, tu vas porter ça, et tu vas être obligé d'être plus un débile, parce qu'à l'époque, tu t'es laissé aller. Non, Baruch Hashem, t'as fait tchouva, t'as changé, t'as grandi, t'es plus la même personne, t'es une autre personne. T'as le droit à un tzaddik, prends un tzaddik. Ou alors non, tu vas suivre le Yetzer Hara. Tu vas dire, de toute façon, j'ai déliré, de toute façon, je suis pas bien, de toute façon, je suis sale, de toute façon, j'ai honte, je vois mes copines, celle-là. Qui t'épouse, toi? Oh, le gaon de Coltora. Ah bon? Et toi? Ben, moi, le premier de l'Orte. Bon, c'est bien, c'est... Voilà. Et toi? Un mec qui te rentre dans la rue, il a promis qu'il allait faire un BTS d'immobilier, mais pour l'instant, il fait rien. Il se cherche, il essaie de savoir qui il est vraiment. En fait, c'est un glandeur. Oui, c'est ça, mais il a un grand potentiel. Et puis en plus, je vais le ramener à la Teshuvah. Genre, tu t'es pris pour Mère Teresa maintenant. Alors moi, je vais le ramener. Tu me l'amènes, moi, je vais le ramener à la Teshuvah. Mais toi, occupe-toi de toi. Pense à toi. Ne te pourris pas, ne te gaspille pas, ne te solde pas. Oui, tu es pas une bâtisse Israël low cost. Vous me suivez ou non? Tu es un diamant. Tu te mets ça dans la tête. Donc si tu es bien, eh ben, tu te renforces et tu te préserves. Si tu sens que tu es un peu en train de délirer, que le Satan il t'a un petit peu emmené
dans la salle du fumier là-bas, dans l'étable où ça pue. Mais on t'a dit, écoute, ça pue, mais il y a une ambiance de cinglé. Tu dis, écoute, j'ai pas besoin d'aller dans l'étable. Je sais ce qu'on fait dans l'étable. Ça m'intéresse pas l'étable. Alors doucement, doucement, tu ressors. Tu dis, écoutez les gars, c'est pas mon milieu, c'est pas mon projet, c'est pas ma vie. S'il insiste, tu coupes le téléphone. Ouais. S'il te lâche pas, tu me donnes son numéro. Je vais m'occuper de lui. À ma fille, à moi, il lui propose des choses dégoûtantes. Ma fille, à moi, t'es malade. À ma fille, à moi, mais je le tue. Bon, déjà, je le tue pas, mais je lui donne plus envie de vivre. D'accord? Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Que Bezrat Hashem, je viendrai à votre mariage, dans la Kedusha, dans la Tahara, dans la pureté. Vous serez les filles que vous êtes, en mieux, des diamants taillés, pour que Bezrat Hashem, on soit tous fiers de vous et Hashem aussi. Amen.